Imaginez, si le monde faisait face à la fin des temps et que tout ce qui subsistait de l'humanité résidait dans le cinéma, qu'est-ce que les extraterrestres diraient de nous? Dans cette capsule perdue dans l'espace, que constateraient-ils de notre art, de notre société et de notre manière de voir le monde? Bienvenue dans Cinématrice. Bonjour, bienvenue dans Cinématrice. Bonjour Seb. Bonjour Rita. Alors, pour ce mois-ci, on a décidé de vous sortir un petit épisode hors série. Donc on propose quelque chose de plus varié, de plus léger et de différent du format habituel. Je pense qu'on avait envie de se concentrer en fait sur une seule œuvre et de l'explorer de fond en comble en se faisant plaisir sans avoir peut-être les contraintes entre guillemets du format habituel. Donc on a quand même sorti une thématique pour s'orienter, sinon ça risquait d'être un petit peu confus. Mais vous verrez, c'est assez large, donc en fait ça nous permet de toucher à peu près à tous les aspects, je trouve, de la série en question. Comme toujours, pour pouvoir aller en profondeur dans le sujet, on va se permettre de spoiler à fond, vénère. Donc, on vous conseille très très fortement de regarder la série en entier avant. Et chaque fois qu'on cite des passages, on fera en sorte de mentionner l'épisode et la saison en question. Pour ce premier épisode hors série, on a choisi de parler d'une série, une série humoristique qu'on ne présente quasiment plus, j'ai nommé Fleabag. Donc c'est une série télé britannique lancée en 2016, écrite et interprétée par Phoebe Waller-Bridge. Elle a été adaptée d'une pièce de théâtre, un one-woman show, précédemment écrite en 2013 par Waller-Bridge elle-même. Et la saison 2 de la série est sortie, elle, en 2019. Donc c'est une série plutôt courte, ponctuée au total de 12 épisodes, de 30 minutes en moyenne pour chacun. Elle a été maintes fois primée avec entre autres un BAFTA, 6 Primetime Emmy Awards et 2 Golden Globes. Enfin, pour le pitch, pour ceux qui l'auraient oublié, l'histoire raconte les déboires et les tribulations quotidiennes d'une jeune trentenaire londonienne. Ok, donc l'idée pour nous, en fait, c'était d'aborder la série sous un angle particulier, parce que c'est vrai qu'elle a quand même eu énormément de succès, et on avait envie d'en parler, parce que moi, je considère ça comme une très très bonne série, mais sans raconter des banalités ou des choses qui avaient en fait déjà été dites. Donc, quand on a commencé à réfléchir sur le sujet, on s'est dit que ce serait une bonne idée de prendre la chose sous l'angle de la transgression. Donc, en fait, c'est notre thématique. Donc, quand on parle de transgression, c'est l'idée, si on prend déjà rien que étymologiquement, c'est l'idée d'aller au-delà, avec bien entendu l'idée d'enfreindre des règles établies. Donc on va se baser sur cette définition-là de la transgression pour la série. C'est quelque chose qui pour moi résume, c'est quelque chose qui pour nous résume assez bien l'œuvre dans sa globalité, déjà rien qu'en fait quand on regarde la forme elle-même. Et justement, Rita, parle de nous de la forme. Raconte-nous la forme, Père Castor. Alors, donc en commençant déjà rien que par la forme, qui est assez révolutionnaire d'une certaine façon, parce qu'elle brise constamment le quatrième mur. Donc, dans la forme classique du procédé filmique, on a déjà une première transgression, qui est le fait que, sans justification, par exemple, c'est un peu différent des séries style The Office, parce que là, on a une justification, donc ils sont filmés pour un documentaire. Là, on n'a pas de justification aucune. C'est vraiment juste le personnage qui brise le quatrième mur et qui nous parle à nous, personnages, qui nous parle à nous, spectateurs, pour la première fois. Donc, on a un contact, en fait, qui est direct. Déjà, rien que dans la toute première scène, je résume très rapidement, elle est face à sa porte, il y a quelqu'un de l'autre côté, sauf qu'en fait, à la place d'ouvrir la porte et de s'adresser directement au personnage, c'est avec nous qu'elle parle en premier. Donc elle va nous expliquer, donc elle tourne son visage vers nous. Souvent d'ailleurs, même on le voit, c'est en plan assez rapproché, style plan épaule ou plan poitrine. Et elle fait une sorte de modernisation de l'aparté théâtral,
où elle, en fait, elle nous prend vraiment à part et elle nous parle avant même de parler à un autre personnage dans la diégèse, enfin dans l'univers filmique. Et personne ne s'en doute. Donc aucun autre personnage ne s'en doute, sauf le prêtre. Mais ça, on y reviendra plus tard. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que quand on prend en considération que la série est adaptée d'un one-woman show, sur les représentations, on voit que le personnage parle directement au spectateur. Et c'est comme si elle transposait cela vraiment au monde de la série, quoi. Quand on la regarde, on a l'impression qu'elle fait une sorte de monologue, en fait. Parce qu'elle s'adresse, en fait, directement à nous, parce qu'elle nous raconte l'histoire d'eux. Sauf que là, c'est vrai qu'en série, ça marche différemment. Vu que elle vit le truc sur le moment, elle n'est pas en train de nous raconter quelque chose, elle est en train de le vivre en même temps qu'elle nous le raconte, ça donne une forme un peu différente. Et je trouve qu'ils ont très bien adapté, justement. Ils ont été très malins dans le procédé, je trouve, d'adaptation. Et ils ont bien compris leur médium Mhm. et la manière dont adapter cette histoire, quoi. Ouais, totalement. Et du coup, ce quatrième mur lui permet d'avoir une vraie relation de proximité avec le spectateur, comme si on avait accès à ses pensées les plus profondes et brutes. C'est un espace privilégié entre Fleabag et le spectateur, comme une conversation à sens unique. Sauf, bien évidemment, à la fin de la saison 1, où une nouvelle transgression est ajoutée à ce quatrième mur. Il devient alors, à la connaissance du plot twist, une menace. Bon, pour rappeler le twist, c'est quand le spectateur a connaissance du sombre secret de Fleabag, à savoir qu'elle a eu une relation sexuelle avec le copain de sa meilleure amie Boo, et que ça a provoqué de manière très indirecte la mort de Boo. Voilà, Ouais, accidentellement, c'est connecté, quoi. exactement. Et du coup, à ce moment-là, dans la série, au dernier épisode, donc, elle a peur du jugement de sa sœur, de sa famille, des gens en général, mais surtout de nous, spectateurs. Et du coup, cela se traduit par la mise en scène où la caméra subjective, qui est notre point de vue à nous, spectateurs, qui était autrefois tout le temps fixe, ici, elle se déplace sur plusieurs axes, en suivant, voire poursuivant Phoebe, comme une forme de harcèlement. Oui, en fait, c'est un moyen virtuel et formel pour moi de révéler l'intériorité en fait du personnage. Parce que tu vois, plus que la relation seulement, c'est sûr que ça crée une relation très forte entre le personnage de Fleabag et le spectateur. Mais je trouve que c'est surtout un moyen génial de révéler l'intériorité en fait du personnage, mais sans filtre en fait, juste d'avoir accès à vraiment on va dire ce qu'elle dit, enfin ce qu'elle pense plutôt de manière crue. Donc en fait, je trouve qu'on a un petit procédé un peu formaliste là qui nous permet en fait de démontrer l'hypocrisie sociale et la performance à laquelle on se livre socialement dans la vie de tous les jours. En fait, l'espèce de blabla constant qu'on a dans nos pensées et qui est ininterrompu. Donc ça nous permet de prendre en fait du recul sur la situation qu'on aborde. Souvent, on se rend compte que en fait, on va avoir, par exemple, dans un film classique, on va avoir la situation et nous, en fait, on va aborder la situation en même temps que le personnage. Alors que là, nous, spectateurs, on prend du recul parce qu'elle nous révèle des infos avant qu'on ait le temps de les constater à l'écran. Donc, on n'a pas vraiment d'interprétation à faire. Tout est déjà posé concrètement et sans ambiguïté. Donc, elle est là, elle nous le dit. Donc, nous, en fait, on constate le truc. Et je pense que c'est ça aussi qui fait marcher, on va dire, le côté très humoristique des scènes. Donc on constate ce quatrième mur, en fait, pour moi, c'est un acte de transgression formelle qui permet et qui participe ensuite à la transgression qu'on va appeler une transgression narrative et qu'on verra un petit peu plus loin. Pour moi, c'est un moyen d'extérioriser, en fait, ce qu'elle se retient de dire dans la réalité. Donc cette forme, elle reste constante et intime jusqu'à ce qu'elle rencontre, en fait, jusqu'à ce qu'elle rencontre le prêtre. Et là, en fait, ça change légèrement la donne. On n'a pas une rupture de cette transgression-là, mais on a, moi je trouve, moins d'interaction avec elle. Surtout par exemple dans le dernier épisode, où c'est plutôt des brefs regards échangés, alors que par exemple dans la saison 1, c'est vraiment, on a des conversations limite avec elle. Donc c'est des conversations à sens unique, mais elle nous parle vraiment. Ouais, c'est comme si, on peut dire, elle s'était débarrassée de son ami imaginaire, quoi. Un peu comme pour Ouais, les enfants, genre. oui, oui, c'est ça. Et les passages où on voit le prêtre qui fait éruption dans le quatrième mur sont des passages, je trouve, en tout cas pour moi, très déstabilisants. Car on avait l'habitude d'avoir cette relation privilégiée avec Fleabag et le voir débarquer comme ça, enfin, comme un protagoniste non convié, et je trouve, mais vraiment perturbant, quoi. Et je me rappelle d'ailleurs la scène où ils sont tous les deux dans le café, donc au quatrième épisode de la saison 2, lorsqu'ils nous regardent droit dans les yeux, à nous spectateurs, d'avoir sursauté comme si c'était un jumpscare, quoi. Et en y repensant sur le coup, je me suis dit, attends, est-ce que je viens de voir un bêtisier ou. Enfin, c'est normal? Et en gros, c'est l'idée que. Et c'est très, très, très malin de la part de la série, c'est qu'en fait, ils nous
tellement normalisé le fait qu'on ait une relation de proximité avec Fleabag en brisant le quatrième mur que en incluant un nouveau personnage, ça remet en cause d'un coup notre place en tant que spectateur et on se dit oula, c'est vrai que le procédé il était tellement normalisé que quand un nouveau personnage rentre dans ce procédé, bah du coup ça nous remet dans notre place de spectateur en mode ah oui bah finalement c'était pas si normal que ça, c'est assez perturbant. Oui, en fait, on se rend compte qu'il y a une sorte d'agressivité dans le procédé qu'on a, en fait, on a juste perdu l'habitude de cette agressivité parce que nous, en fait, on a construit quelque chose sur le long, entre guillemets, long terme avec elle tout au long de la série. Sauf qu'en fait, ça dit, je trouve beaucoup de la transgression, c'est qu'elle, elle transgresse la première fois le quatrième mur, donc c'est un peu surprenant pour nos personnages, mais en fait, plus elle le transgresse, plus ça devient une habitude. Donc c'est un peu une sorte de paradoxe. Et là, on se retrouve justement avec cette relation qui est exclusive avec elle tout le long de la série, sauf au moment où justement le prêtre débarque, comme tu l'as dit, dans la saison 2, épisode 4, avec justement cette sensation d'intrusion qui brise en fait l'intimité qu'on a avec elle. Donc plus que simplement le quatrième mur, je trouve qu'il y a aussi une dimension de transgression visuelle par les plans. En fait, elle montre ce qui habituellement n'est pas montré ou n'est pas montrable en termes de cinématographie, on va dire. Par exemple, on la voit dans une scène où elle nous parle de Harry qui va venir rechercher sa petite figurine dinosaure et en fait, elle est sur les toilettes. Moi, c'est un plan que j'ai jamais vu avant. On voit pas des personnages aux toilettes au cinéma. C'est pas glamour, c'est trivial, c'est pas forcément le plus intéressant. Et j'aime en fait l'idée qu'on se trouve super proche d'elle, qu'on est à sa hauteur pendant qu'elle est aux toilettes. Surtout on est face d'elle quoi. Ouais, on est vraiment face à face. Elle a sa culotte baissée, son pantalon baissé. Enfin, c'est énorme. Mais surtout que d'habitude ouais, c'est sur le côté, là c'est vraiment en Ouais. face et ouais bref, donc c'est assez osé quoi. Et au-delà de ça, on assiste aussi à tous ces rapports sexuels avec, bah, pour certains aussi, certains plans de masturbation, notamment le passage avec Obama et Harry, qui est, j'ai oublié l'épisode, c'est doit être épisode 2 sûrement de la saison 1. Ouais. Et donc du coup, durant tous ces rapports, on a des échanges de regards entre elle, du coup, et nous, spectateurs, sauf, bien sûr, pour lorsqu'elle couche avec le prêtre, où elle baisse volontairement la caméra. Donc ici, elle brise le procédé filmique où on passe de la caméra fixe qui représente notre regard et elle choisit volontairement de le détourner pour avoir de l'intimité, pour se cacher de nous. Oui, pareil, il y a des plans que j'ai trouvé incroyables. Moi, c'est tous les plans. Enfin, là, ça va vraiment du côté du blasphème, mais c'est les plans d'érotisation de Jésus. Donc, pas en fait littéralement, parce que c'est juste des icônes religieuses qui sont dans l'église. Sauf qu'en fait, c'est génial parce que c'est à travers son regard et la manière, en fait, la manière dont c'est montré, puis ses expressions qui sont super révélatrices de ce qu'elle pense. Donc, c'est son regard et ses expressions qui érotisent la nudité et le corps de Jésus. Ouais, exactement. Et ça se voit notamment par la mise en scène avec, bah, pour le coup, un point de vue subjectif, non pas de nous, mais de Fleabag, avec notamment des panoramiques de haut en bas, donc un mouvement de caméra vertical, limite comme si on relookait une personne, quoi. Et c'est intéressant parce que du coup, pour elle, l'église, ça représente pas un lieu sacré. Après tout, elle est pas Ouais, elle le croyante, dit, elle est mais ça athée. représente. Oui, voilà, exactement. Mais pour elle, ça représente vraiment juste le lieu où Où abrite travaille le le prêtre. prêtre, où travaille le prêtre. Donc c'est limite comme si elle entrait chez lui, quoi. Du coup, elle a analysé tous les murs. C'est comme si elle regardait des photographies sur le mur, bah, des plus normales, quoi. Mm. Ouais. Et il y a également une scène qui m'a vraiment marquée, c'est la scène dans le métro, donc c'est tout début de l'épisode 2 dans la saison 1. En fait, on a une sorte d'externalisation d'un sentiment intérieur à l'écran. Et je trouve que c'est fait de manière assez originale. Donc, de nouveau, on a des idées très formalistes. Là, en fait, tout ce qu'on cite plus ou moins, il y a une idée de formalisme derrière. Donc, c'est l'idée de montrer à l'extérieur ce qui se passe, enfin de montrer plutôt par l'extérieur ce qui se passe à l'intérieur. Donc au début, on est un peu perdu face à la signification de tout ça, parce qu'on voit juste des gens qui sont normaux dans le métro et d'un coup qui se mettent à hurler, mais silencieusement, ou enfin, je sais même pas ce qu'ils font, s'ils pleurent ou quoi. Euh, non, c'est étrange, mais donc au début, on est un peu perdu, on sait pas trop. Et d'un coup, elle sort cette phrase, en fait. Elle dit I think my period is coming. Je pense que je vais avoir mes règles. Et je trouve juste génial cette manière de formaliser cinématographiquement la douleur, déjà de base, et qui plus est, la douleur des règles.
Exactement, et surtout, c'est quelque chose qui est limite immontrable à l'écran, quoi. C'est comme un mal au ventre. Enfin, c'est pas. Bref, c'est l'idée Oui, que, bah, à part en montrant tes sous-vêtements et tout, c'est quelque chose qui est immontrable à l'écran et montrer de manière extérieure comme ça permet de l'imager ou du moins de montrer l'impact émotionnel sur la personne et physique. Oui, il y a une idée de symboliser et de représenter ce qui est intérieur. Et je pense que Fleabag, autant on s'intéresse à la transgression, mais autant ça en dit, je trouve, très long sur la manière en fait dont la transgression nous permet de montrer l'intériorité du personnage, de montrer ce qu'il est à l'intérieur et auquel en fait on n'a pas accès. Et je pense que c'est aussi une des transgressions, on peut dire un peu méta si on veut. Totalement d'accord. Donc après, on passe, pour terminer, à la musique. Pour tout ce qui est, on va dire, forme enfin, pour parler des formes que prend la transgression. Donc on a la musique, par exemple, pour la saison 1, on a un son hyper punk avec des grosses guitares électriques, un son un peu destroy. En même temps, sa vie est destroy, donc enfin, ça va très bien ensemble, quoi. Et on l'entend à la fin de chaque épisode, en tout cas dans la saison 1. Ah oui, et pour du coup l'intro de chaque épisode, on a du free jazz Mm. qui est à savoir un style de jazz, je m'y connais pas, hein, voilà, mais qui est un style de jazz vraiment basé sur l'improvisation et surtout sur la dissonance, à savoir que c'est inconfortable à écouter, ou du moins que voilà, c'est pas harmonieux, on va dire. Et Disons que c'est pas commun. exactement, exactement, c'est hors du commun, C'est... Bah, de nouveau, ça transgresse, quoi. C'est pas ce à quoi on s'attend. tout à fait. Si tu t'attends à de l'harmonique, bah, tu vas avoir de la Oui, voilà, dissonance, exactement. Bah, ce n'est que pour dissonance, résumer. enfin que chaos, que liberté, quoi. Et du coup, on entend du coup ce très court passage de free jazz lors des cliffhangers de début d'épisode où c'est un peu comme les cold open dans The Office Hmm. où on a une situation, le personnage qui nous regarde et après, boum, il y a le générique. Et bah, du coup, aussi bien ça et le pop rock, bah, ça montre vraiment la vie un peu chaotique de Fleabag. Mais, Mais, dans la saison 2, ça s'arrange pas. Parce qu'alors là, on passe sur un truc qui est plus thématique, qui tourne plutôt autour de tout ce qui est religion. Donc là, hmm, on a des chants religieux. Sauf qu'en fait, toute la saison parle de désir. Donc ça fait, je trouve, un effet de contrepoint super pertinent. Parce qu'on s'attend à, justement, on va dire, la forme de béatitude, de pureté, de puritanisme et tout. Sauf qu'en fait, elle utilise des chants religieux, mais elle nous parle de désir, de sexe et plus particulièrement de désir face à un prêtre. mais surtout, c'est détourner le message, quoi. Enfin, Mhm. c'est de base un truc très sacré, et là, c'est limite, ouais, c'est désacralisé, on va dire. C'est blasphème, Exactement. je pense. Ouais. C'est carrément blasphème, en fait. Et c'est vrai que moi, je trouve que ces chants religieux, je trouve ils donnent vraiment une dimension aussi opéra, un peu tragique, un peu bah, Mhm. comme Roméo et Juliette. Mais il y a quand même des variantes. Il y a quand même des variantes. On note quand même que pour le générique du dernier épisode de la saison 1, on a un morceau de... Oui, en gros on a un truc un peu plus romantique. C'est ça que tu voulais dire. Oui, exactement. Exactement, en fait. Là où d'habitude, on a un son punk, machin, de rock, là, on a un morceau beaucoup plus harmonique, une douce mélodie à la guitare acoustique, comme pour annoncer bah, qu'il y avait un peu des éclaircies à venir. Hmm. Bah, notamment dans la saison 2, en termes de musique aussi, pour le 4e épisode notamment, on a une séance d'essayage avec le prêtre, où bah, globalement, on le voit à son regard, elle commence à tomber amoureuse, et du coup, la musique d'ouverture, bah, du coup, c'est un petit air de guitare, un peu comme ce qu'on pourrait entendre dans une comédie romantique, quoi. Et aussi, je tiens à parler de ça parce que c'est important, je trouve. Dans le dernier épisode de la 2e saison, donc l'épisode 6, la série, elle se finit sur un morceau de Alabama Shakes, j'espère que je le prononce bien, qui s'appelle This Feeling. Et lorsqu'on regarde plus précisément les paroles de plus près, on se rend compte que c'est incroyablement émouvant. Car c'est à la fois un adieu au prêtre et un adieu de Fleabag pour le spectateur. Et du coup, je vous invite donc, vous, auditeurs, enfin tout le monde, à regarder les paroles parce que moi, bah, j'ai limite chialé, quoi. C'est vraiment très, très, très émouvant et ça montre à quel point le choix d'une musique chantée est vraiment important pour la fiction et pour délivrer un message en plus que ce que la musique représente, quoi. Ouais, mais surtout une musique de fin parce que vraiment ça se termine là-dessus. Mais en fait, on est encore en train de regarder enfin comment dire, la série, la musique elle est elle est encore à l'intérieur de la série, tu vois. Mm. C'est pas Oui, juste c'est une pas musique juste de au générique générique. qui est posée après.
Donc on a Exactement. vraiment une musique qui est là et qui nous accompagne jusqu'à la fin. Et c'est vrai que autant commencer que terminer un film, enfin, on le répète suffisamment. Commencer un film et terminer, c'est peut-être les parties les plus importantes parce que c'est sur ça qu'on laisse le spectateur à la fin. Exactement. Donc ça va, comment dire, ça va définir, si on veut, son regard. Enfin, c'est avec ça qu'il va rester, quoi. Bon, c'est mal expliqué, mais c'est ce que je voulais dire. Voilà. Oui, voilà, c'est l'émotion qu'il va garder à la fin, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Voilà, merci. Donc après la transgression de la forme, il y a la transgression que moi j'appelle, qu'on appellera la transgression narrative, si on veut. Donc là, ça va être assez, c'est un listing un peu, parce qu'on on va intégrer ça un petit peu plus tard dans la partie qui suit. Donc en gros, pour moi, ce que j'appellerais transgression narrative, c'est tout ce qu'elle fait de contraire, on va dire, aux règles établies. Donc tout d'abord, il y a la transgression des règles sociales. Donc typiquement, elle vole tout. Elle vole du vin, de l'argent à son date en plus, devant lui presque. Il y a la vulgarité. Donc enfin, moi j'appelle ça, c'est peut-être pas vulgaire, mais on va dire que c'est vulgaire pour, pour une... Demoiselle. Oui, Non, mais enfin, même, c'est oui. sûr que c'est pas l'image qu'on a tu vois, de la femme Oui. idéale. Donc on va parler de vulgarité. Moi, je trouve pas ça extrêmement vulgaire, mais bref. Par exemple, elle parle de flash poo et elle dit qu'elle s'est pas lavé les mains en sortant des toilettes, mais elle touche le visage de sa sœur. Elle cogne, littéralement, elle frappe. C'est un délire. Donc après, il y a la transgression on va dire, ce qui est peut-être un peu plus problématique. Donc, par exemple, elle parle de l'anorexie de Claire. Donc elle dit qu'elle est probablement anorexique, mais que les vêtements ont l'air génial sur elle. Donc c'est des commentaires, on va dire, qui frôlent un peu le problématique, mais sans vraiment rentrer dedans. Après, il y a tout ce qu'elle dit sur le féminisme, qui est juste génial quand elle parle quand elle dit au fait qu'elle échangerait facilement 5 ans de sa vie pour avoir le soi-disant corps parfait, ou alors qu'elle doute de sa capacité à être une bonne féministe si elle avait des plus gros seins. Voilà, ça parle de... J'ai pas besoin de commenter. Après, il y a la transgression des tabous, que je trouve génial, parce que c'est lié, par exemple, à ce qu'on disait avant sur une femme qui est assise aux toilettes et qu'on filme. Donc là, il y a tout ce qui est... toi, tu le disais aussi, par rapport à la masturbation, donc on la voit littéralement. Enfin, c'est pas des plans crus, mais Oui, c'est... c'est pas les plans frontaux non plus, Voilà, mais... mais il y a quand même cette idée où on le voit. Je trouve que c'est rare, mm. même aujourd'hui, de voir des plans comme ça. Il y a l'idée du porno chez les femmes, donc le fait juste qu'il y a un moment donné où son copain Harry cite juste tous les pornos qu'elle regarde. Toutes Il y les a catégories. On les a pas toutes listées, hein, mais... Ah non, moi je les listerai pas, mais après elle parle de mycose, elle parle de sexe anal, elle se demande si elle a un anus énorme, mais elle le dit quoi, c'est génial. Elle parle de ce qu'ils appellent des hairy nipples, genre des tétons poilus. Elle parle même de Boo qui est morte en l'insultant gentiment, mais ça reste quand même un peu violent quand on l'écoute. Elle assume se trouver belle, elle avoue qu'elle pense qu'au sexe, elle parle... Enfin, il y a tout un truc un peu marrant avec le flux de ses règles, où elle assume pas d'acheter des tampons pour un flux, on va dire, important. Bah, surtout qu'elle est à la supérette devant Oui, son, devant son son plan plan cul. cul. Et elle hésite à prendre la boîte flux médium ou flux plus important. Et du coup, il y a un jeu de séduction autour de ces deux boîtes. Enfin, pas autour de ces deux boîtes, mais avec ça en Ouais, il y arrière-plan. a un Donc truc c'est un peu plutôt... étrange. Ouais, exactement. Tout à fait. Après, il y a toute la transgression que j'appellerais transgression liée à l'ordre. Donc ça, c'est plutôt pour moi une transgression un peu enfantine. Donc par exemple, son père qui dit don't go upstairs, donc ne monte pas, ou bien don't sneak in, je viens pas te faufiler là dans les pièces et fouiller. Son père qui lui dit don't au moment où elle s'apprête à casser les verres, mais qu'elle le fait quand même, parce qu'elle en a vraiment rien à cirer. Et c'est marrant à ce moment-là parce que du coup, c'est au dernier épisode de la saison 1, lors de la Sex Eviction. Et quand son père lui dit de pas casser le verre, elle tient vraiment un verre dans la main droite qu'elle s'apprête à jeter et tout un plateau de verre à la main gauche. Et certes, elle lâche pas le verre de sa main droite, mais elle lâche tout le plateau de verre qu'elle avait à sa main gauche, qui n'était pas le plateau de son père parlait. Mais du coup, c'est l'idée de transgresser, l'idée de désobéir
mais en obéissant quand même, quoi. C'est toujours Oui, entre les deux, c'est un peu faire un pied de nez en mode je t'écoute, mais en même temps, voilà quoi. mais exactement. Et en plus, il y a, je trouve, un truc qui est difficile pour, je pense, beaucoup de femmes, c'est l'idée d'assumer une forme de superficialité. Donc, ce que j'appelle superficialité, c'est tout ce que tu es censé rejeter en tant que femme si tu veux pas passer pour une superficielle, en gros. Par exemple, quand elle dit à son coiffeur, lui dit non, mais les cheveux, c'est pas tout dans la vie. Et elle lui fait, mais les cheveux, c'est tout dans la vie. Elle lui dit que c'est la différence entre un bon jour et un mauvais jour. En fait, c'est ce genre de petits détails qui sont vrais pour, je pense, beaucoup de personnes, peut-être même pas que des femmes, Ben pour non, les même hommes pour les aussi, hommes aussi, hein, mais qui je te sont, rassure, hein. oui, voilà, mais qui sont difficilement avouables parce que tu te dis, putain, en fait, ma journée, elle tient sur le fait que mes cheveux, ils sont bien ou pas. Eh bah oui, tout à fait, hein. C'est alors qu'il y a des choses tellement plus importantes, blablabla, mais non, elle assume en fait cette superficialité-là. Elle assume son besoin et son envie d'être regardée. Elle assume son envie d'être touchée de manière érotique. Elle a envie qu'on la trouve belle et désirable. En fait, tout ce qui peut, entre guillemets, si on le formule à voix haute, nous faire passer en fait juste pour des gens superficiels qui se préoccupent que des artifices et de l'apparence, etc. Mais c'est intéressant. Enfin, en tout cas, on sent que le spectateur, il abonde dans son sang parce Mhm. que genre, quand elle dit hair is everything, lors de quand elle est dans le salon de coiffure, elle fait vraiment un monologue vibrant, quoi. Et limite, ça donne envie de t'inscrire dans son parti politique, quoi. Tellement c'est vibrant et tellement c'est un truc tellement inavoué que le voir vraiment dire crier haut et fort sur tous les toits, bah, limite, c'est un peu un côté. Enfin, pas d'exaltation, mais un côté. J'ai pas le mot. Il y a un côté libérateur parce que c'est Voilà, juste le fait que tu libérateur, le merci. ressens, ça, de toute façon. Mais Exactement. tu n'as juste pas le droit, entre guillemets, ou t'assumes pas le fait de le dire. Comme si on devait être que profondeur, alors qu'il y a des moments donnés où juste t'es superficiel. Enfin, c'est comme ça, quoi. Mm. Donc voilà pour le listing. Et là, maintenant, on va faire une petite partie sur ce que moi j'appelle le fond du personnage. C'est un peu plus, je préviens, c'est un petit peu plus théorique. Parce qu'il y a une figure en particulier. Je trouve en fait, le personnage de Fleabag est rattaché à une figure qui, pour moi, est la figure parfaite littéraire de la transgression. Et je trouvais intéressant de s'y pencher dessus. On va pas s'y pencher enfin, on va pas s'y pencher dessus trop longtemps, mais je trouvais quand même intéressant de le mentionner. Donc déjà, pour commencer, Fleabag, dans le jargon britannique, c'est dit d'une personne ou d'un animal sale, en désordre, non maîtrisé ou désagréable. Donc déjà, ça donne le ton, je trouve. C'est un personnage qui n'a pas de nom, mais en fait, qui est défini uniquement par ce terme, Fleabag, donc qui est défini en fait par une caractéristique, si on veut, une caractéristique d'attribution. Je trouve intéressant le fait qu'elle ait pas de nom, parce que déjà, ça fait peut-être fondre un peu la différence entre elle et le spectateur. C'est juste, c'est elle, quoi. Voilà. Il y a pas plus que ça. Donc, on la connaît pas vraiment comme un personnage, mais plutôt comme un trait de personnalité. Là, pour le coup, un trait de personnalité péjoratif, mais qu'elle se donne à elle-même. D'ailleurs, le seul autre personnage qui a vraiment cette caractéristique d'attribution, comme elle, c'est le personnage du prêtre qu'elle appelle The Priest et qu'ils appellent Father quand ils veulent le mentionner. Donc, il est qualifié par sa seule fonction sociale et c'est celui qui la dépasse pour moi le mieux, donc c'est super intéressant. Et après, on a d'autres personnages comme le père, la belle-mère, etc., qui sont eux juste qualifiés en gros par leur rôle dans la famille, si on veut. Et d'ailleurs, fun fact, elle n'a pas de nom, et pourtant, je trouve fascinant le fait que tout le monde sait comment s'adresser à elle pour qu'on comprenne, enfin pour qu'on comprenne que c'est à elle qu'on parle. Ou, je sais pas, il l'apostrophe dans la rue comme ça, et c'est évident que c'est à elle qui parle. Je trouve ça vraiment génial. Ça se remarque pas, en fait. Il faut vraiment y prêter attention. Exactement. Et c'est ça le génie, c'est que à aucun moment tu t'interroges en mode oh, comment s'appelle ce personnage? Comment s'appelle ce Oui. personnage? C'est vraiment nous, en analysant le truc, en mode merde, comment il s'appelle ce personnage? Comment on les nomme et tout. Enfin, moi, Mhm. je me rappelle dans mes notes, je l'avais appelé comme le nom de l'actrice, genre Phoebe. Ouais. Mais en fin de compte, oui, enfin, quand on regarde la série, c'est pas quelque chose qu'on se préoccupe. Et pourtant, bah, c'est très, très, très joliment fait. Ouais. Ensuite, je dirais que le premier acte de transgression, quand on la regarde, c'est aussi par son physique. Donc je trouve il y a un contraste intéressant parce qu'elle a un physique plutôt bourgeois, sauf qu'elle a un comportement qui est vraiment populaire et entre guillemets à nouveau plutôt vulgaire. Donc on a la bourgeoise avec les pâles de peau, elle a une coupe assez chic, son rouge à lèvres, trench coat,
Et elle a un accent qui est de ce qu'ils appellent upper class accent, genre de classe supérieure, entre guillemets. Elle a grandi à Londres, dans une jolie petite maison, banlieue résidentielle et tout. Donc ça donne en fait un indice sur ça. Sauf qu'en fait, elle fait un peu tâche dans la famille, d'une certaine façon. Son père dit qu'il a pas beaucoup d'argent, mais en fait, ils ont un chat de race, ils ont une maison à la campagne en France, et sa belle-mère, c'est quand même une artiste reconnue. Sa sœur, elle a fait une école de commerce et elle a un très très bon poste dans sa compagnie. Par contre, elle a une vie peut-être un peu plus populaire. Déjà, sa sœur lui dit, saison 1, épisode 1, qu'elle devrait pas acheter des culottes d'aussi mauvaise qualité, parce que ça lui donnera des mycoses. Voilà. Euh, Et sinon, elle possède un petit café modeste qui marche pas trop, en tout cas, au début, avec son amie Boo, qui, elle, a l'air vraiment, vraiment de venir des classes populaires. Donc ça se voit avec ses vêtements, son accent, puis même sa simplicité, quoi. Et elle vole. Je sais pas si elle vole par nécessité ou si elle vole par pur Bah, acte de rébellion, mais saison 1, elle vole par nécessité. Genre, quand elle fait vendre ses sandwichs oui, oui, c'est à vrai. 20 pounds, je sais pas quoi, elle profite de ça. Et comme excuse, elle dit juste à Londres, c'est devenu cher et tout. Ouais. Oui, donc il y a un peu Oh de putain. nécessité. Après, je pense que ça va aussi avec le côté un peu rébellion du personnage. Quand elle vole des bouteilles de vin, c'est peut-être pas juste parce Oui, qu'elle en a voilà. besoin, quoi. Mais oui, il y a un truc à ce niveau-là. Et du coup, on en arrive à la figure du trickster. Donc pour moi, c'est un parallèle plutôt pertinent. Dans le sens où le personnage de trickster, en général, c'est une figure masculine de la littérature populaire du Moyen-Âge. Donc il se sert de la ruse, du langage, pour tromper, dans le sens de tromper, mais de faire une farce, quoi. Donc c'est la figure parfaite de la transgression. Ce sont des parias, enfin des outcasts, qui brisent les conventions parce que ce sont des figures de transgression, mais surtout parce que c'est des figures de révélation. Donc en fait, ils voient à travers les masques. Et du coup, ils s'amusent à les faire tomber. Donc souvent, c'est des personnages un peu vulgaires, un peu crades, mais par choix. Parce qu'ils sont quand même très intelligents, mais ils voient au-delà des apparences. Et ça les amuse d'eux, on va dire. Donc ici, déjà, c'est super original parce qu'on a une femme. Alors que la plupart du temps, moi en tout cas, j'ai que en tête des figures masculines pour les figures de trickster, même dans la littérature. Et je trouve qu'elle a un comportement un peu vulgaire quand on regarde l'idéal de la femme, donc soit polie, gentille, qui prend soin, Euh, sauf qu'elle utilise elle utilise un langage cru, elle insulte, elle cogne, elle manipule, elle vole, mais elle le fait par choix. Parce que pour moi, elle sait où est la limite, et en fait, elle choisit de la transgresser. Par exemple, dans la saison 2, dans l'épisode 1, son père lui dit You're not being naughty. Il lui dit en gros t'es pas en train de faire la vilaine, quoi. Et juste parce qu'elle ne parle pas beaucoup en fait pendant le dîner et qu'elle ne fait pas de scandale comme comme tout le monde est toujours en train de lui dire. Enfin, tout le monde lui dit qu'elle fait toujours des scandales, quoi. Oui, en fait, il s'étonne vraiment qu'elle soit sage, quoi, Mhm. elle en fait pas des siennes, quoi, entre parenthèses, quoi. Mm. Mais c'est intéressant ce que tu dis, c'est que effectivement, c'est le rôle du trouble-fête, c'est communément joué et interprété par des hommes. Mm. Et je pense en tout cas, c'est sans doute le tout premier personnage féminin trickster à être le premier rôle. Donc c'est carrément novateur, je trouve, dans le paysage sériel, quoi. Parce que à mémoire de cinéphile, c'est vrai que j'ai Ouais. j'ai pas l'habitude, on n'a vraiment pas l'habitude de voir ça dans la fiction, quoi. C'est sûr, on n'a pas l'habitude. Et en plus, c'est des caractéristiques souvent, on va dire, masculines, tu vois. Le fait de faire des farces et tout, c'est pas... Ou de faire des blagues, mais tu vois, des blagues un peu osées. Par exemple, quand c'est le personnage de Martin qui le fait, donc le mari de Claire, ça se passe hyper bien. Ah, de Alors ouf. que elle, quand elle le fait, enfin, ça passe pas autant bien que lui. Après, lui, on sait pas si les gens rigolent parce qu'ils sont gênés ou parce que c'est vraiment drôle, mais Bah, limite, ils s'en foutent, en fait. C'est que socialement, ils s'en oui, foutent. c'est C'est qu'il peut faire normal. un humour ultra salace, ultra Mhm. borderline et tout. Et enfin, limite, il te fait culpabiliser, soit de ne pas rire, mais soit de mal réagir. Et elle le dit Exactement. elle-même, Fleabag, je crois, dans la série, c'est que Mhm. il te fait culpabiliser si tu interagis mal avec son humour et tout. Et c'est vraiment un comportement typiquement masculin, c'est que les hommes, on les autorise à avoir des idées, un humour très, 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 très border, mais une femme, attention, oulala, ouh, attention, c'est limite too much, hein, on n'est pas prêt, hein, c'est pas convenable, hein, ouh. Oui, donc c'est vraiment en fait le personnage qu'il utilise comme moyen, par exemple, pour être on va dire figure de révélation, par exemple, figure de transgression, c'est des moyens qui sont masculins, tu vois. C'est des moyens où tu vas taper, où tu vas manipuler, où tu vas cogner ou insulter, alors que, euh,
on n'a pas de personnages féminins qui, en général, ont le droit d'avoir ces caractéristiques-là et d'être appréciables en même temps, parce que je trouve que le personnage de Fleabag reste appréciable. Ah, totalement. Mais surtout, c'est quand même un personnage qui est rusé et qui sait lire les gens. Moi, la vraie intelligence du trickster, elle est là, c'est qu'en fait, il sait lire les personnalités, il comprend les comportements, il les distingue bien. Et par conséquent, en fait, il sait ce qu'il doit dire ou faire pour déjouer ces comportements-là. Donc, soit pour faire des blagues, soit pour énerver, soit pour tromper. Mais surtout, je pense, pour connecter avec les gens. C'est une façon pour moi de connecter. Elle sait lire en eux et c'est sa manière, en fait, d'interagir avec eux et d'interagir avec surtout ce qu'ils disent pas. Par exemple, on le voit dans la saison 1, à l'épisode 4, Claire se met à pleurer dans la voiture et Fleabag termine toutes ses phrases. Parce qu'elle connaît tellement bien. Après, on peut se dire c'est sa sœur et tout, donc il y a peut-être quelque chose de normal. Mais par exemple, pareil, saison 1, épisode 5, elle sait que son père déteste être seul avec elle, donc elle va exprès dans la cuisine pour se retrouver seule avec lui, juste pour voir comment il va réagir. D'ailleurs, il est hyper mal à l'aise, il sait plus où est-ce qu'il faut se mettre, il renverse des trucs. Donc pour moi, c'est un personnage qui ouvre des portes. C'est pour ça que pour moi, c'est vraiment une figure de trickster. C'est qu'elle ouvre des portes, elle se moque, mais elle blâme pas. Donc en fait, elle lance la perche un peu. Et ensuite, elle constate et elle s'amuse de voir les gens dealer avec leurs propres réactions d'embarras, d'inconfort et de malaise. Quand on prend un peu de recul, c'est vrai que c'est une manière originale d'aborder la narration, car cela, c'est habituellement au rôle du spectateur de comprendre la psyché des personnages. Mais ici, c'est Mhm. comme si elle nous dirigeait via un comique d'anticipation et que cela nous permettait de contextualiser ou d'expliquer le caractère des personnages avec humour, donc. Ouais, exactement. Après, moi, je trouve que Fleabag, elle a vraiment aussi un comportement très enfantin, quoi. Parce que du coup, et c'est quelque chose qui m'a vraiment émerveillé, quoi. On le voit notamment au quatrième épisode de la saison 2, lorsque, dans sa confession, dans le confessionnal avec son prêtre, elle exprime une vérité toute simple, plutôt paradoxalement universelle, mais qui surtout témoigne de sa condition aujourd'hui, à savoir d'une grande enfant qui a besoin d'être guidée. Et du coup, bah, voici l'extrait pour vous vous rendez compte vous-même. I want someone to tell me what to wear in the morning. Okay, well, I think there are people who can. No, I want someone to tell me what to wear every morning. I want someone to tell me what to eat, what to like, what to hate, what to rage about, what to listen to, what band to like, what to buy tickets for, what to joke about, what not to joke about. I want someone to tell me what to believe in, who to vote for, and who to love, and how to tell them. I just think I want someone to tell me how to live my life, Father, because so far I think I've been getting it wrong. But I know that's why people want people like you in their lives. Because you just tell them how to do it. You just tell them what to do and what they'll get out at the end of it. Even though I don't believe your bullshit, and I know that scientifically nothing that I do makes any difference in the end anyway, I'm still scared. Why am I still scared? Donc, comme on le voit dans l'extrait, ça peut être vu comme amusant au début avec ce comportement d'enfant, mais ça s'avère être petit à petit révélateur de failles existentielles qu'elle ressent, et notamment la crise que l'on ressent à l'âge charnière des 30 ans, et ajouter à cela aussi tous les traumas qu'elle doit aussi affronter. Et c'est sans doute pour moi le monologue qui résume parfaitement le personnage et la série, à savoir un personnage que la vie a marqué et dont les émotions qu'elle ressent sont en contradiction avec la vie d'adulte et les responsabilités qu'elle doit avoir. Mhm. Mais ce que je trouve assez intéressant avec ce passage-là, c'est qu'en fait, tu vois, je pense qu'on s'est tous posé la même question. C'est que, est-ce qu'en fait, on sait ce qu'on fait ou pas? Mhm. Juste, De ouf. j'ai l'impression que quand tu atteins l'âge adulte, tu es censé savoir ce que tu fais, mais en fait, tu le sais pas et que tu remarques quand tu poses la question et que tu creuses que bah, personne ne sait. Et donc, en fait, là-dedans aussi, il y a une dimension très enfantine dans la transgression, tu vois, parce qu'en fait, tu t'amuses, tu te moques, tu cherches la limite. Donc, jusqu'où les gens acceptent que j'aille, tu vois, genre, titiller un peu leur autorité. Donc, c'est un jeu, comme les enfants qui testent, tu vois, la patience des parents un peu. Mais ce côté enfantin, on l'aperçoit surtout à ce moment-là, dans ce passage genre vraiment tragique où en fait, elle avoue qu'elle sait pas quoi faire. Et c'est ça pour moi vraiment l'enfant, tu vois. C'est autant, ok, c'est l'innocence, c'est le jeu, c'est la découverte et l'exploration, mais surtout c'est le fait que t'es pas indépendant d'une certaine façon, dans le sens où tu ne sais, même si t'es peut-être pas indépendant physiquement parce que t'es pas capable de faire certaines choses, tu vois. Surtout, tu sais même pas quoi faire en fait. Si on te dit pas, tu peux pas
tu sais pas comment dealer en fait avec la vie, ce qui te tombe dessus et tout. Elle sait pas réagir comme une adulte. Et surtout, faut pas oublier que Claire et elle viennent de perdre leur mère. Je crois qu'elle est morte il y a quoi, 3 ans, Mhm. quelque chose comme ça. Donc c'est quand même... Enfin, elles sont jeunes, elles ont la trentaine. Et je pense que c'est assez brutal. Et en plus, la relation père-belle-mère, qui est genre vraiment pas une relation de confidence et d'entraide, ça aide pas à cultiver cette confiance en soi et la confiance dans le fait qu'on est capable de faire des choses. Mm. Donc pour moi, elle se sent, je pense, orpheline juste dans le contexte. Et autant là, le jeu d'enfant, c'est un jeu un peu rebelle pour énerver, mais c'est surtout la faille juste de quelqu'un qui cherche la limite pour tenter de comprendre en fait comment il faut agir. Elle teste des choses, elle teste l'autorité, elle teste plein de choses juste pour essayer peut-être de juste avoir une moyenne de comportement et de comprendre en fait comment jongler entre tout ce qui arrive, quoi, le quotidien, la variété des comportements et tout ça. Exactement, elle doit réapprendre comment faire parce que du coup, elle est en manque total de repères. Comme tu te dis, elle a perdu sa mère, mais elle a aussi perdu sa meilleure amie, Mhm. à savoir Boo, qui était non seulement sa collègue de travail avec qui elles ont tous les deux monté un business, mais qui était sa meilleure amie, et qui, on le voit dans plusieurs flashbacks, l'a conseillé sur sa relation à sa sœur, qui l'a aidé à surmonter le deuil de sa mère, qui était vraiment un personnage qui l'accompagnait émotionnellement dans son voyage, et le perdre aussi, bah, du coup, ça a complètement déstabilisé Fleabag. Et du coup, bah, aujourd'hui, dans la saison 1 du moins, elle se met à tester plein de choses, à transgresser à tout va pour se chercher et se trouver en fin de compte. Exactement. Et là, ça tombe bien que tu parles justement des relations, parce que je pense que c'est vraiment pour moi, c'est le cœur de la série. C'est la transgression dans les relations et en fait comment Fleabag va tenter de connecter avec les autres. Comment elle va transgresser en fait, comment elle va tenter de révéler les autres juste pour connecter avec eux et je pense pour d'une certaine façon apprendre à aimer. Donc on va commencer fort parce qu'on va commencer avec la relation entre Fleabag et The Priest, le prêtre. Donc pour moi le personnage du prêtre déjà c'est un personnage que j'adore parce qu'il a une sorte de résistance à la transgression. Parce que c'est un personnage de transgression malgré lui. Dans le sens où déjà, rien que son statut de prêtre, ça en fait un être à part aujourd'hui. C'est audacieux comme choix, ça le place à part dans la société. Enfin, même si beaucoup de gens ne sont pas forcément croyants, j'ai l'impression qu'il y a quand même une sorte de respect et de sérieux qui va avec le statut on va dire, clérical, quoi. Puis il y a sa famille, donc la famille du prêtre, dont il parle avec tellement de détachement. Franchement, je ne sais même pas si ce qu'il dit, c'est la vérité. Moi, ça m'a surpris sur le moment, quand il est au dîner dans épisode 1 de la saison 2, quand il parle de sa mère qui était de base une lesbienne, ses parents qui sont alcooliques, son frère qui serait un pédophile. Enfin, on ne sait pas s'il dit la vérité ou pas. Est-ce que c'est important? Non, mais juste, je trouve ça drôle qu'il évoque ça avec autant de détachement et qu'il ait aucun problème à en parler avec des gens qui sont quand même plus ou moins des étrangers. Et donc, si ce qu'il dit est vrai, on peut comprendre son choix de devenir prêtre, parce qu'avec une vie comme la sienne, ça devait peut-être être compliqué. Et là, c'est vrai qu'il va tomber dans un truc qui est plutôt, je sais pas, de l'ordre de l'amour divin, de la simplicité, de l'entraide et tout, avec un statut quand même plutôt noble, en tout cas pour les croyants, et un peu de prestige, entre guillemets, on peut dire. Ouais, c'est ça. Il y a sans doute, dans sa volonté de devenir prêtre, une volonté de normalité, de sobriété de vie. Comme si c'était pour échapper à une famille absolument atypique, quoi. Mm. Mais on sent quand même que ça va le rattraper, car il va réussir à pimenter sa fonction de prêtre en tombant dans une relation amoureuse, quoi. Comme si, inconsciemment, il recherchait l'inhabituel, la transgression, et que bah, il pouvait y échapper, quoi. Ouais, ça c'est un peu le truc, genre chasser le naturel et il revient au galop, quoi. Tu peux pas échapper, tu vois, le gars il est coincé dans tous les cas. Et de toute façon, il a déjà des comportements qui transgressent l'image originale du prêtre. Enfin, tu vois, il jure déjà. Par exemple, je crois que c'est la belle-mère qui lui demande Did you always want to be a priest? Et lui, il lui répond Fuck no. Genre vraiment aucune gêne. Enfin, il insulte déjà, parce qu'il insulte Fleabag la première fois quand ils se croisent, qui lui dit Fuck you then. Et qu'ensuite, il fume des cigarettes. Enfin, je sais pas, c'est pas l'image forcément qu'on a d'un prêtre. Et en plus, il boit quand même bien. Ah oui, il boit Il boit. beaucoup, hein, franchement. Oui.
surtout, ce qui est ouf, c'est que fuck you them, je crois que c'est le tout premier dialogue qu'il a envers elle. Je crois que Oui, c'est oui, même c'est le avant qu'il premier lui mot. demande qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, quoi. Donc c'est Ouais, ouf, ouais. quoi. Qu'un prêtre dise ça, quand même, ça, c'est chaud, quoi. Mais comme tu dis, ouais, c'est vrai que c'est vraiment un personnage pas commun, un personnage atypique et surtout unique. Mais son degré de bizarrerie, je trouve qu'il est un peu similaire à Fleabag, quoi. Au point Ouais. où il arrive même... Enfin, il est tellement similaire qu'il arrive même à atteindre son self le plus profond avec sa capacité à voir le quatrième mur, quoi. Comme si, Mhm. quand elle nous parle à spectateur, comme si, in fine, il voyait Fleabag, il la voyait réellement avec... Oui, enfin, il voit son intérieur, quoi. Voilà, il voyait il avait accès à sa véritable personne en elle, Mhm. à cette authenticité qu'elle nous donne, en nous parlant et en nous transmettant ses pensées les plus sincères, quoi. Donc c'est comme s'ils étaient bizarres tous les deux, mais bon, qui se ressemblent, s'assemblent, on va dire. Oui, c'est ça. Et en plus, tu vois, je trouve drôle parce que autant on parle de Fleabag qui, pour moi, est une figure de transgression pour justement mieux aimer et pour connecter avec les gens, mais autant lui, c'est pareil. J'ai l'impression que c'est un moyen de connecter avec les gens d'une certaine façon. Je sais pas, moi déjà, leur rencontre, elle est contre... Enfin, tu vois, elle a rien des rencontres classiques. Je sais pas, tu vois, dans les films romantiques, t'as toujours ce truc du meet cute, de la rencontre mignonne, tu vois, romantique et tout. Et elle, au début, elle s'en fiche de lui. Et d'ailleurs, je crois qu'elle dit un truc genre I don't know who this guy is, tu vois, genre en mode je sais pas qui c'est. Et ensuite, il l'intéresse vraiment que à 2 instants. Et c'est 2 instants où il transgresse. Donc, c'est quand elle lui dit le fuck you then, plutôt que de s'énerver parce qu'elle lui répond pas et parce qu'elle le snob. Et aussi quand c'est le seul à lui poser une question sur sa vie alors que tout le monde l'évite. Ouais. Et donc, en fait, déjà, le personnage l'intéresse que quand il transgresse au final. Mais du coup, c'est vrai que sa transgression la plus violente, quand même, ça reste pour moi l'idée de Enfin, pas pour moi, c'est juste l'idée de transgresser en fait l'abstinence et le célibat, quoi. C'est clair et net. Bah alors, Rita, tu me choquais. Mais c'est vraiment l'idée de. Oui, je sais pas, attends, et le gars, quand même, il a des principes de vie et d'un coup, il renonce tout, quoi. Tout ce qu'il a construit, il le sacrifie pour. D'une certaine façon pour elle. Mais il le dit lui-même, quoi. Il a tout construit, il a reconstruit sa vie, il a tout sacrifié pour cette vie cléricale et ben il finit par transgresser quand même, quoi. Et c'est pour ça, pour moi, qu'il doit retourner en arrière et qu'il peut pas, même si on n'a pas la suite, il peut pas, pour moi, continuer avec elle juste parce que, en fait, une fois que la transgression a été faite, une fois que ce qui devait être transgressé a été transgressé, et ben ça n'a plus vraiment de sens. Donc en fait. Je pense que ce qui lui plaît, c'est le fait qu'il la juge pas, quoi. Contrairement à tous les autres personnages qui sont dans le jugement de ce qu'elle peut dire ou faire, lui, il l'accepte telle qu'elle est. Donc on voit qu'il adore, par exemple, le fait que ce soit une athée. Alors que justement, on pourrait se dire, oh là là, c'est contradictoire. Comment ils pourraient s'entendre et tout. Ils n'ont pas du tout la même vision de la vie. Alors qu'en fait, ils partagent et ils se posent des questions. Et c'est ça qui fait, en fait, leur relation. Ouais, exactement. Et en plus, il dit ouais, j'aime que tu crois pas à tout ça parce que du coup, tu remets en cause ma foi, quoi. Comme si c'était un challenge en soi, quoi. Ouais. Mais ouais, j'ajouterais aussi que c'est un peu... il est vraiment pas dépeint comme un archétype, quoi. On sent vraiment que c'est un personnage complexe et surtout, c'est un personnage non prévisible pour elle. Car de tous les personnages de la série, c'est le seul qu'elle n'arrive pas à deviner ses comportements et qui surtout la surprend, et notamment la surprend émotionnellement, en lui permettant d'accéder à l'amour sous une forme romantique. Chose qui lui est totalement étranger, comme lorsqu'elle le raconte lors de sa séance de psy, dans le 2e épisode de la saison 2. Mais en fin de compte, pour moi, le prêtre, il représente vraiment l'amour avec un grand A, quoi. Limite, le fantasme d'une génération, parce que bon, c'est ce qu'il a été hein, après la sortie de la saison 2, hein, je suis désolé. Hein. Ah bah, je pense, ouais. Et parce que contrairement à tous les cums qu'elle a rencontrés au cours de la série, celui-là est différent. Pourquoi ? Bah, tout simplement, comme tu as dit, parce qu'il est sain et contrairement à tous ses partenaires, il est le seul à ne pas être narcissique, imbu de lui-même. Et contrairement aux autres, il s'intéresse vraiment à la vie de Fleabag et la respecte, quoi. Exactement comme tu avais dit. Enfin, notamment, il lui demande ce qu'elle fait dans la vie durant le repas de l'épisode 1 de la saison 2. Ensuite, après le repas, en l'invitant après à venir à l'église si elle a besoin de parler. Il l'invite aussi à venir dès qu'elle ressent le besoin ou l'envie, dans l'épisode 2 de la saison 2. Il l'invite à découvrir de nouvelles expériences, notamment la réunion de Quakers, et s'intéresse au lieu où elle travaille, chose où tout le monde s'en fout, j'ai l'impression, ou alors tout le monde dans sa famille demande par convenance. Ouais, par Il y a politesse. même un quoi. passage où
Ou je crois que c'était dans la saison 1, quand ils vont à la retraite spirituelle, je sais pas quoi et tout. Ah oui. Sa sœur demande comment va le café et tout. Et Fleabag lui dit, tu sais, t'es pas obligé. Il fait, oh, thank God. En mode, comme si c'était une convention sociale obligée et que le fait qu'elle était pas obligée de faire ça, elle est en mode, ah, je suis soulagée, quoi. Donc c'est vraiment un personnage qui s'intéresse vraiment à elle. Je parle du prêtre. Et surtout, bah, on le voit aussi dans le passage, épisode 4, saison 2, quand il est au café, c'est qu'il pose des questions sur sa vie, quoi. Et écoute attentivement ses confessions les plus intimes. Littéralement, quoi. Elle passe au confessionnal, quoi. Donc, bien sûr, on peut dire qu'il est seulement dans le rôle de prêtre, parce que, bah, après, être prêtre, c'est limite des psys religieux, quoi. Mais au-delà de ça, c'est aussi et tout simplement bah, un ami, en fait. Et aussi un incroyable amant. Mmh. Oui, mais justement, pour le côté amant, ce que je trouve cool, c'est que le sujet de l'attirance mutuelle, il est super vite abordé. En fait, il est réglé, mais comme ça, quoi. Il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de mystère, en fait. C'est juste en harmonie et c'est une sorte de fusion de pensée. Ils sont juste là et elle lui demande qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une fille que tu apprécies. Et lui, je lui dis juste, bah, je bois je sais plus ce qu'ils boivent, là, ginger, je sais plus quoi. Et je lui offre une Bible et voilà, quoi. Et puis après, elle lui demande, mais qu'est-ce que tu fais si tu rencontres une fille que tu aimes? Et là, elle lui dit juste, on couchera pas ensemble. Et du coup, c'est pas génial. Il y a pas de mystère, il y a pas de suspense, rien. Juste tout est là, tout est plaqué. Mais c'est pour ça que c'est des figures de révélation, toutes les deux, parce qu'ils sont pas dans ce truc de cacher quoi que ce soit. Juste, quand t'as deux figures de révélation qui se rencontrent, bah, ça donne ça, quoi. C'est juste, ok, t'as une question, tu la poses, moi je te réponds, et puis c'est terminé. Il y a pas de, comment on dit? De confusion, quoi, de mauvaise interprétation, tu vois. Oui, malentendu, ouais. Oui, c'est ça, malentendu. Exactement, et c'est ce que je trouve rend le prêtre parfait pour Fleabag. C'est ce qu'il est pareil qu'elle, quoi, dans la mesure où on lui aussi se soumet à la tentation de la transgression, quoi. Ouais. Dans l'épisode 5, après des va-et-vient émotionnels entre eux, de la saison 2, ils décident mutuellement de passer à l'acte, et le prêtre dit alors « On va coucher ensemble, c'est ça ?» Avec un hochement de la tête, un hochement de confirmation d'elle, et in fine, une confirmation orale des deux. Et ici, on a vraiment l'impression, enfin, comme tu dis, ils sont synchro, quoi. Ils ont même pas, limite, enfin, ils sont sur la même longueur d'onde. C'est impressionnant. Et on a vraiment l'impression que les deux, ils sont au courant que c'est une terrible erreur. Mais malgré tout, ils ne peuvent lutter contre leur nature et surtout leurs sentiments envers l'autre. Et comme deux enfants qui s'apprêtent à faire une connerie, ils décident tous deux de briser cet interdit. Bon, l'un, du coup, décide de briser le célibat lié à sa fonction, et l'autre de coucher, bah, du coup, avec l'incouchable, à savoir un prêtre. Et même, juste quand même pour terminer sur ça, tu vois, je trouve leur relation, elle va quelque part parce que Fleabag, elle a assez de culot pour transgresser la morale et elle va draguer un prêtre, quoi. Qui déjà aurait retenu beaucoup de monde. Tu vois, je pense que la plupart des gens, ils se seraient rencontrés au dîner, tu te dis, c'est un prêtre, donc non. Et en fait, ça va pas plus loin. Sauf qu'elle, en fait, elle transgresse, elle va jusqu'au blasphème. Déjà, elle transgresse tellement que, entre guillemets, Dieu s'acharne en faisant tomber des tableaux. Quand elle dit qu'il n'existe pas ou quand ils sont en train de s'embrasser dans le confessionnal. Et même, ce que je trouve cool, c'est, comme tu dis avant, tu vois, quand il commence à lui poser des questions sur elle, le premier réflexe qu'elle a, c'est « Oh, il commence à m'ennuyer », tu vois, il commence à être un peu pénible. Et elle finit par lui dire qu'elle veut même pas qu'il la connaisse, en fait. Et ce que je trouve cool, c'est qu'avec le spectateur, ça pose pas de problème parce qu'elle s'adresse à nous de manière directe. Et en fait, elle se sent validée, du coup, de manière directe. Parce que juste, elle dit les choses, elle a pas de retour. Alors que là, en fait, d'un coup, bam, elle a un retour sur elle-même de quelqu'un qui est en face d'elle et qui peut lui dire n'importe quoi. Surtout que c'est une figure de révélation. Donc, il va pas lui mentir. Et je pense que c'est ça, en fait, le truc qui fait peur. C'est qu'elle sait que ce qu'il va lui dire, c'est la vérité parce qu'il lit en elle autant bien qu'elle, elle lit en lui, d'une certaine manière. Donc, il pose des questions et constate pas seulement, quoi. Il agit et il cherche pour aller voir où est-ce que ça bloque. D'ailleurs, il lui dit même à un moment donné « Ah, t'aimes pas trop répondre aux questions, quoi. » Et... Enfin, c'est... Je pense que c'est ça qui débloque quelque chose chez elle. C'est parce qu'elle se rend compte qu'en fait, au-delà de la transgression des autres, de la transgression des règles, il y a la transgression de soi-même et d'une sorte de vérité qu'on se cache à soi-même. Enfin, pour moi, c'est la fin quand elle avoue au prêtre qu'elle l'aime et qu'elle elle veut même pas qu'il lui réponde. Comme en fait, nous, en tant que spectateurs, elle veut pas qu'on lui réponde. Bah là, c'est la même chose. Elle lui dit même juste, non, mais laisse juste le truc planer pendant un moment, quoi. Elle veut pas qu'il lui réponde tout de suite, juste parce qu'elle savoure, pour moi, le fait qu'elle ait libéré sa pensée à voix haute et en toute sincérité.
Et une fois qu'elle a couché avec le prêtre, en fait, elle fait plus de scandale, même pas au mariage de sa belle-mère, et elle rejette en fait le fait que le spectateur la suive, parce que, comme je disais avant, une fois que tu as transgressé la dernière étape, tu vois, une fois que tu as transgressé toi-même et tout ce que tu te cachais à toi-même, bah il y a plus de sens à la transgression, quoi, c'est fini. Oui, c'est ça. Le prêtre, il pousse vraiment Fleabag à être plus adulte, quoi, en voulant révéler des vérités qu'elle veut occulter, comme tu disais. On le voit lorsqu'il découvre le café dans lequel elle travaille. Mhm. Il lui pose plein de questions sur sa vie, notamment des questions qui fâchent, des questions qui mettent le doigt là où ça fait mal, et là où elle a délibérément refusé d'y toucher, quoi. Des questions auxquelles elle a, soit en passant, soigneusement évité lorsqu'elle était chez la psy, mais que là, elle y est confrontée de son plein gré, quoi. Mhm. Et du coup, Ouais. bah, il y a notamment des questions sur sa mère, sur sa belle-mère, sa meilleure amie Boo, et inévitablement, bah, ça la pousse dans ses retranchements et arrive lui aussi à, le temps d'un instant, briser le quatrième mur, quoi. Il l'a tellement acculé que, boum, il brise le mur de la fiction, quoi. Incroyable. Mais en fait, elle a nulle part où se cacher, quoi. Il révèle tellement bien que pour une fois, c'est elle qui subit ce que elle fait aux autres habituellement. Exactement. Le retour de bâton. De ouf. On sent aussi que Fleabag, elle a un rapport vraiment très adolescent vis-à-vis de lui. Dans la saison 2, elle traîne souvent à l'église pour être près d'une manière ou d'une autre du prêtre. Et c'est une chose qui, en tout cas, lui fait du bien, quoi. On peut y voir aussi dedans un comportement d'ado qui aime traîner dans les lieux où elle se sent bien, comme si c'était devenu une sorte de refuge, quoi. Notamment Mhm. dans dans le troisième épisode de la saison 2, lorsqu'elle vient boire un verre avec lui en pleine nuit, suite à une dispute de sa sœur. Et on peut voir ce comportement lors de aussi la réunion des Quakers. On doit rester en silence jusqu'à avouer à tous une confession. Elle s'interroge alors sur ce que peut penser le prêtre, où elle dit à deux fois à quoi pense-t-il. À quoi pense-t-il. Comme si c'était un peu une obsession chez elle en mode qu'est-ce Mhm. qu'il pense, quoi. Est-ce qu'il pense à moi et tout. Enfin, c'est à la limite un comportement d'adolescent, quoi. Et inconsciemment ou non, comme pour s'assurer qu'elle occupe ses pensées, elle avoue une vérité chère à elle que l'on a entendue dans le tout premier épisode de la série, à savoir, je me demande parfois si je serais moins féministe si j'avais de plus gros seins. Ce qui, bah, inévitablement et immédiatement provoque le rire du prêtre et fait grandir en lui le désir du corps de Fleabag. C'est génial. C'est juste de le réentendre, je trouve ça ouf. Mais du coup, oui, enfin moi, un des trucs que je trouve assez cool, c'est en fait, tu vois, après tout ça, on en arrive quand même au lien entre la transgression et l'amour. Et moi, j'ai adoré le discours de Martine, Marie de Claire, dans l'épisode 6 de la saison 2, parce que pour moi, il révèle tellement bien, en fait, ce que c'est justement la transgression et le lien avec l'amour. Parce qu'il dit qu'en fait, dans le sens où personne en fait ne transgresse véritablement, parce qu'ils essayent tous d'être aimables, dans le sens d'être pas aimable, gentil, mais d'être aimable dans le sens de pouvoir être aimé. Et lui, par exemple, à un moment donné, il dit The bassoon is a cry for help. Genre, tu vois, quand il parle de Jake et qu'il dit comment on appelle ça, un basson? Je sais pas. En fait, c'est un appel à l'aide. Parce que pour moi, c'est comme une manière pour Jake de transgresser, en fait, cette espèce de côté creepy un peu qu'il a, et le fait qu'il choisisse un instrument où personne ne joue. Enfin, les gens, ils ne transgressent pas véritablement pour... Pour transgresser. Enfin, pour une volonté Oui, malsaine, quoi. en fait, c'est un moyen de sortir cette intériorité qu'ils ont et qu'ils n'ont pas de moyen de faire sortir. Ils n'ont pas les moyens en fait de la faire sortir autrement. Par exemple, on le voit avec, avec Claire, par exemple, quand elle se tait enfin, Martine finit par avouer qu'en fait le problème principal c'est que elle ne l'aime pas, quoi, et que c'est ça qui lui brise le cœur depuis 11 ans alors qu'ils sont mariés et tout. Et c'est pour ça que pour moi, à la fin, quand il quitte Claire, la dernière chose qu'il dit, c'est pas à Claire, mais c'est à Fleabag, et il lui dit fuck you, parce que, en fait, c'est elle, d'une certaine façon, qui déclenche toute cette situation. Parce que elle, en osant transgresser, elle amène les autres personnages dans sa dynamique, et notamment un personnage qui est très proche d'elle et qui est sa sœur. Comme une tornade. Ouais, exactement. Mais c'est vrai que dans Fleabag, ouais, dans cette dynamique de transgression, il y a vraiment une forme d'amour en soi, quoi. Et en tout cas, c'est surtout le cas pour les deux sœurs, quoi. Mhm. Et la série, elle nous apprend une chose, en tout cas, enfin, globalement, avec le recul, c'est que apprendre à aimer, c'est compliqué, quoi. Et Fleabag, elle ne semble pas savoir comment, car parmi ses proches, bah, du coup, l'expressivité de cet amour est plus que timide, quoi. Son père lui parle presque pas, et là, vous-même, dans le dernier épisode de la série, que des fois, il l'aime pas trop. Enfin, il l'aime,
mais des fois, il l'apprécie pas trop, quoi. Et sa sœur lui fait des preuves d'amour au compte-gouttes, mais bon, évite presque tout le temps des contacts physiques et tout, et bref, voilà. Mhm. Et ces plans cul, au final, ne sont que des substituts interchangeables et efficaces. Et peu efficace. Et puis, bah, du coup, il y a aussi l'expressivité physique de cet amour, quoi. Pardon? Oui, t'avais dit efficace, mais c'était peu efficace. Ah oui, peu efficace, oui, pardon. Et puis aussi, il y a l'expressivité physique de cet amour, quoi. Fleabag, elle ne sait pas comment réagir face à des preuves d'amour ou d'affection physique sur elle, quoi. Notamment, elle frappe sa sœur qui essaie de l'enlacer, pour une fois que ça arrive. Elle tombe on ne sait comment avec le mec qui a des chicots chelous, là. Et en même temps, elle enfreint l'espace vital de sa sœur, quoi, en étant vraiment beaucoup trop proche d'elle, quoi. Mais parfois, il y a des exceptions où, lors de la retraite spirituelle, je sais pas quoi, Mhm. elle décide de dormir avec sa sœur, quoi. Comme deux sœurs durant leur jeunesse, quoi. Oui, un truc enfantin. Exactement. Finalement, on a une application physique de l'amour compliquée pour elle. En même temps, quand on y pense, bah, du coup, seule sa mère et Boo savaient aimer Fleabag et inversement. Mais du coup, leur mort, ça a bousculé toutes ces certitudes, quoi. Et cela se comprend notamment lors d'un flashback suite à l'enterrement de sa mère, où elle évoque avec Boo, si je vois l'extrait. I don't know what to do with it. With what? With all the love I have for her. I don't know where to put it now. I'll take it. No, I'm serious. It sounds lovely. I'll have it. You have to give it to me. It's got to go somewhere. Et c'est là la principale problématique de la saison 1, c'est qu'elle ne sait plus où et comment investir cet amour. Et en même temps, tu vois, je trouve que c'est un peu paradoxal parce qu'elle a l'air de savoir aimer, mais simplement, elle s'y autorise pas vraiment pour moi. Parce que on le voit comme lui dit son père, à un moment donné dans le dernier épisode de la saison 2, il lui dit que c'est peut-être celle qui sait le mieux aider. Que c'est peut-être celle qui sait le mieux aimer et que c'est pour ça qu'elle trouve ça douloureux. Et l'humour, transgresser, s'amuser de l'embarras des autres, pour moi, c'est un moyen de se détacher en fait de l'intensité de l'amour. Parce qu'elle met de la distance entre elle et les autres. Certainement à cause du deuil de sa mère, puis celui de Boo, dont en plus elle est en partie responsable, donc c'est encore pire. Comme tu l'as cité, tu vois, comme le dialogue que tu as mis plus haut. Et en fait, on a une manière de transgresser les choses pour repousser les limites de l'amour, j'ai l'impression, et pour prendre une distance avec sans que ça la touche trop fortement. D'où le fait qu'elle se réfugie sur la sexualité, parce que c'est un contact, il y a quelque chose, mais c'est pas non plus intense comme l'amour, comme par exemple ce qu'elle va expérimenter avec le prêtre. Elle va avoir des gars, mais elle a des relations plutôt unilatérales, comme par exemple avec son ex, Harry. Elle refuse des marques d'affection. Donc pour moi, c'est vraiment une manière d'éviter l'intensité de l'amour, parce que qui dit intensité, au final, dit douleur en cas de perte. Et c'est ça qu'elle a vécu avec Boo et avec sa mère. Et c'est ce qui arrive prophétiquement, quoi. On le sait presque dès le début, c'est ce qui arrive en fait avec le prêtre à la fin, quoi. C'est cet amour impossible, sauf que cette fois, elle est arrivée elle a réussi à apprendre du fait qu'aimer et être aimé, et que l'intensité, en fait, c'est pas quelque chose qui rend vulnérable. Au contraire, même. Et c'est pour ça d'ailleurs que, en tant que spectateur, elle nous dit de ne pas l'accompagner, parce que du coup, elle a vraiment appris à aimer, à être seule et à pouvoir vivre sa vie plus sereinement, quoi. Sans besoin de notre aide. Exactement. Oui, et du coup, je trouve intéressant qu'on se penche un peu sur la relation entre Fleabag et sa sœur Claire. Parce que je trouve que Claire, justement, pour moi, c'est vraiment c'est la convention, quoi. Alors que Fleabag, c'est la transgression. Par exemple, il y a ce passage que j'adore dans la saison 2, épisode 3, quand elle lui dit Don't be yourself, don't make jokes and don't speak. C'est vraiment, pour moi, le résumé de ce que provoque, en fait, Fleabag chez l'autre. Quand tu la connais un peu, tu vois. C'est vraiment en mode... ne sois pas toi, quoi. Arrête-toi là, tu vois. Donc c'est super intéressant cette séquence, parce que du coup, ça montre que Fleabag, elle a un rapport aux choses incroyablement et magnifiquement empirique et enfantin, quoi. Du coup, cette scène, c'est dans le deuxième épisode de la saison 3, où Fleabag aide sa sœur en fournissant des canapés pour une remise de prix d'entreprise. Événement qui est super important pour Claire. Et du coup, Claire ordonne des consignes à sa sœur, telle une mère avec son enfant, quoi. Dont le fait de ne pas jouer avec le prix Howard. Mais bon,
inévitablement, et comme une seconde nature, Fleabag joue avec le trophée et le casse. Du coup, simple rage de tâche d'une action qui brave un interdit et qui amène donc le lot de conséquences stressantes et désastreuses qui naturellement découlent. Et toujours tel une enfant, quand sa sœur lui dit de ne pas parler en personne à une personne en particulier, celle-ci, voulant se protéger de sa malchance quand à briser les règles, on l'a vu avec le prix, hein, elle ne lui parle même pas, même quand la personne concernée lui demande quelque chose. Ce n'est que lorsque Claire lui implore de répondre à la personne qu'elle s'exécute. Et oui, mais c'est pas pour autant qu'elle se permet pas de dire des choses qui transgressent, tu vois. Mais elle va toujours le faire dans le silence de sa tête. Parce qu'au bout d'un moment, j'ai l'impression que. Oui, pardon, je parle de Claire. Tu vois, autant elle est dans la convention, en mode il faut être parfait, comme là, par exemple, à son award, comment on appelle ça, cette remise de prix, tu vois, où elle veut vraiment avoir l'air incroyable et tout. Mais tu sens quand même que dans sa tête, quoi, ça bouillonne, ça s'arrête pas. Elle va juste pas le dire à voix haute, tu vois, elle va jouer un peu la carte de l'hypocrisie et ensuite elle va. Et des fois, elle code sa transgression. Et ça, je trouve ça génial. Par exemple, par moment, elle a une coiffure qui veut dire un truc. Elle a des baskets qui veulent dire une autre chose. Elle a un changement de coupe de cheveux. En fait, tu as l'impression qu'elle est tellement inhibée le seul moyen qu'elle a de dire en fait ce qu'elle a à dire, c'est pas par la parole, mais elle code. Et du coup, t'as un personnage qui s'inhibe et qui inhibe son mal-être et son malheur, alors que, en plus, techniquement, elle a tout pour avoir une vie parfaite. D'ailleurs, même, elle le dit toujours dans le même épisode, elle dit qu'elle sera toujours intéressante avec son petit café extravagant et puis your dead best friend, quoi. Le truc vraiment violent, quoi. Ouais. Non, mais je trouve ça, je trouve ça super drôle parce que du coup, tous les particularités de changement de style, de coiffure chez Claire et tout, Fleabag a réussi à les deviner et notamment. Elle les décrypte. Grave, elle les décrypte et on conclut t'as tes règles aujourd'hui? Pourquoi? Parce que les tresses. Et il y a ce magnifique flashback où t'as Fleabag et le père qui sont dans la cuisine. Et tu sais pas pourquoi t'as Claire qui arrive dans une combinaison moulante bleu-azur. Horrible. Et en gros, pour décrire l'état psychologique de elle a ses règles, du coup, particularité vestimentaire, physique du moment, quoi. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Claire, étant l'aînée, on pourrait croire qu'elle a agi un peu comme une mère de substitution à Fleabag. Parce que justement, leur mère est décédée, donc absente de l'échiquier. Donc un vide, en fin de compte, s'est créé et qui a inconsciemment a peut-être été rempli, quoi. Mais malgré ce comportement paternaliste, on sent à plusieurs reprises que Claire se sent en compétition avec sa sœur. Elle a un sens de l'humour et une sociabilité qu'elle n'a pas. Elle vole les blagues et après se plaint que c'est la sœur qui lui a mis dans la tête. Elle dit, je cite, j'aurais trouvé mes propres blagues si tu me l'avais pas mis dans ma tête. J'ai mes propres blagues, je suis drôle, intéressante, avant de dire plus loin. Tu me fais sentir comme si j'avais échoué. Et là, c'est précisément ce dont elle l'envie à sa sœur. Le fait d'être drôle, intéressante, et sa capacité à aller bien, même quand cela ne va pas bien. Et surtout, l'impression que sa sœur a réussi là où Claire lutte, voire échoue. En fin de compte, tout ce que Claire pense qui lui manque, elle l'envie à sa sœur. Finalement, c'est de la simple et terrible jalousie fraternelle, quoi. Oui, alors qu'au final, tu te rends compte que Fleabag, elle doit se sentir ni intéressante, ni drôle. Enfin, tu vois, elle sait qu'elle est drôle, mais je pense qu'elle se sent pas forcément plus intéressante que sa sœur. Et oui, tu sens que Claire, elle souffre de cette situation-là parce qu'elle est frustrée par sa vie. La pauvre, elle est frustrée par sa vie maritale, par sa sexualité qui est pas satisfaite. Elle a besoin de compenser avec une sorte de stress énorme dans son travail pour se sentir presque utile et importante. D'ailleurs, toujours dans le même épisode, tu la vois qui lui dit God, this is stressful, et puis elle kiffe son truc, quoi. Elle est trop heureuse, tu vois, d'être dans cette espèce de truc, en fait, de cette situation qui lui fait ressentir tout court de l'adrénaline ou peu importe. J'ai l'impression que Claire, c'est un personnage qui est coupé de son ressenti complètement. Le seul moment où elle s'autorise à ressentir vraiment les trucs, tu vois, c'est quand elle est dans ces situations de crise et tout, et jusqu'à ce qu'elle tombe aussi sur le gars finnois, son partenaire de travail qui s'appelle aussi Claire, qui est en fait juste son alter ego, mais en super optimiste et ouvert et pas du tout frustré, mais qui assume juste son amour pour elle en mode tiens voilà, ça c'est là et puis deal avec, quoi. Et on sent que ça la perturbe souvent, hein. Mm-hmm. Mais en fin de compte, du coup, on se rend compte que Claire et Fleabag sont deux personnages totalement différents, mais qui se complètent en fin de compte. Parce que, un peu comme si c'était le yin ou le yang, où l'une a un gros sens de l'humour très ouverte et libérée dans ce qu'elle dit et ce qu'elle ressent, là où l'autre est beaucoup plus coincé du cul, mais aussi d'une certaine façon plus adulte, en quelque sorte. Mais ce fossé qui les sépare, on se rend compte qu'au fur et à mesure de la série, ils se résorbent quand elles prennent mutuellement soin de l'autre. Et Fleabag, notamment, elle speak up pour sortir sa sœur de sa torpeur, et notamment lui bouger le cul, et
Ouais, mais malgré ça, tu vois, elles sont super différentes. Mais je trouve que malgré ça, il y a quand même une relation qui est conflictuelle parce que, comme tu disais avant, tu vois, c'est ok, c'est de la jalousie enfantine, mais c'est surtout le fait que Fleabag, elle ose faire tout ce que Claire n'osera jamais faire. Enfin, tu vois, elle se retient pas. Et Claire, elle se retient moins aussi quand elle est avec sa sœur. Et c'est ça que je trouve intéressant. Et c'est pour ça, pour moi, que Martine en veut autant à Fleabag. Parce qu'en fait, elle déteint d'une manière ou d'une autre sur Claire. Et en fait, elle la décoince petit à petit. Déjà, elle lui offre un vibromasseur, elle lui dit la vérité, elle parle sans filtre, elle agit sans filtre. Et, euh, et tu vois, Claire, elle a tendance à vouloir suivre la convention. Par exemple, elle dit tout le temps He's my husband quand elle parle de Martin, alors que clairement, il la traite pas forcément très bien. Euh, et même, je trouve génial à la fin du dernier épisode, quand elle se lâche complètement, qu'elle avoue que c'est sa fausse couche, qu'elle refuse que Jake la suive, qu'elle se confronte enfin à son mari, lui dit qu'elle ne l'aime pas, et qu'en plus, elle va suivre ensuite le, le Finnois, son copain, la Finnois, qui s'en va. Euh, je trouve que c'est incroyable. En plus, elle parle du fait qu'elle ne peut pas aller à l'aéroport, parce que ça veut dire qu'elle aurait mémorisé la porte, qu'elle aurait mémorisé l'heure de son vol, etc. Qu'il faudrait prendre un faux ticket et tout. Sauf qu'en fait, tu vois qu'elle a déjà fait le scénario dans sa tête. Tu vois, elle a le réflexe de transgression. Juste, elle passe pas à l'acte. Alors que Fleabag, en fait, c'est l'acte, quoi. Comme tu disais un peu, c'est de la tempête, tu vois. Ces trucs qui arrivent physiquement. Et du coup, tu sens qu'en fait, la transgression, c'est aussi une question de relais. C'est un passage de relais entre les personnages. Plus le show avance, moins ils cessent de s'ignorer et d'échanger des banalités. Ils se mettent à échanger consciemment entre eux. Pour moi, vraiment, le climax, c'est le dernier épisode de la saison 2, quoi. Où vraiment, tu as tous les personnages qui se confrontent enfin et la réalité qui sort. Alors que là, tu vois, là où on avait un regard de validation du spectateur pour Fleabag, pour moi, c'est un peu le regard de validation de Claire. Par exemple, Claire, elle va à l'aéroport quand sa sœur lui dit « va », tu vois, elle lui ordonne presque, genre « vas-y ». Elle a besoin d'une personne qui lui dise allez, vas-y, fonce, quoi. Oui, c'est ça, tu vois. Je pense qu'on a tous besoin, en fait, d'une personne comme ça dans sa vie, Oui, voilà. qui te dit... Qui nous bouge le cul, qui nous met un coup de pied au cul, qui nous dit c'est maintenant ou jamais. Qui te valide. Voilà, exactement. Et c'est génial, enfin, tu vois, même la scène du repas où on apprend qu'elle a fait sa fausse couche, enfin, on le voit, quoi. Claire, elle décide de rester à table, parce que c'est la convention, et il y a que sa sœur qui est qui se sent outragée par le fait qu'ils sont là en mode on fait semblant, tout va bien, on mange, on boit, c'est génial et tout, quoi. Alors que la situation est grave, mais d'ailleurs, on vous met l'extrait juste là, parce qu'il est incroyable. I'd love it if Fuck it, I'm having some. Sorry, darling. Oh, good girl. Oh, one night off. Oh, wow. What did you say to her? Oh, nothing. I just sit down. Come on, it's a party. Can I have some? Oh, someone's suddenly getting into the party spirit now. Sit down. Oh, what did you take in there? Your sister is finally a good influence on you. No, we just suddenly realised what a monumental fucking day this is. Drink. Honestly, just leave them in there 2 minutes and they're suddenly being teenagers again. Should I get another bottle? Yes. Okay. We were just talking about Venice and this wonderful trip we had. I mean, how many times have we said we have to go to Venice? Oh, I've always wanted to go there. How have we not been Top there of my yet, list. right? It's great. Yeah, I know. Oh, for fuck's sake! Stop it! On a l'impression que Fleabag, c'est vraiment un support émotionnel ou un guide qui l'aide à affronter ce qu'elle ressent. Et on le voit dans l'extrait, en fait. Parce que du coup, quand Claire laisse après coup à sa sœur le fardeau de l'information de la fausse couche, aux proches, elle lui dit « Tu gères mieux les trucs affreux », quoi. Comme si Fleabag représentait vraiment un appui, une béquille émotionnelle pour Claire, quoi. Pour, voilà, je te donne toute ma merde, tu sais mieux gérer ma merde que moi. Ouais, oui, c'est ça. Mais surtout, tu vois... je trouve drôle parce que tout le monde dit que Fleabag, elle fait des scandales. Mais pour moi, elle fait pas tellement de scandales. Juste, en fait, elle refuse de se taire, comme là, dans la scène. En fait, elle refuse de se taire sur un sujet en particulier. Elle refuse de fermer les yeux. Et donc, en fait, elle fait un scandale en voulant protéger sa sœur, d'une certaine manière. Mais pour moi, c'est pas une question de scandale, en fait. C'est juste que elle refuse de laisser passer certaines choses. Et forcément, quand tu refuses de laisser passer certaines choses que tout le monde veut laisser passer, tu fais, d'une certaine manière... une action scandaleuse, si on veut. Et d'ailleurs, déjà, même avant ça, Martin lui avait déjà dit comment tu vas faire pour faire tourner cette soirée autour de toi, quoi. Donc là, d'une certaine façon, elle tombe peut-être la première dedans, parce qu'il va y avoir ce scandale-là, en plus, sacré scandale, parce qu'elle frappe son beau-frère et tout. Mais c'est surtout, pour moi, le fait que quand tu transgresses un tabou, les gens pensent que c'est pour te donner de l'intérêt ou pour chercher la petite bête ou pour je ne sais quoi. Alors qu'en fait, c'est juste que personne ne se permet
ou désire transgresser à part elle, Mm. dans cette scène-là, par exemple. Sauf le prêtre, qui du coup la surprend pour cette raison-là aussi. Ah, mais c'est intéressant ce passage parce que littéralement, elle se sacrifie, quoi. Elle se Mhm. sacrifie en prenant le rôle de la personne qui a vécu un truc traumatique et du coup, avec toutes les réactions des proches et tout. Et elle se sacrifie littéralement en voulant. Enfin, c'est aussi quelque chose de cathartique, mais en frappant Martine, qui a une réaction absolument détestable, en disant que ouais, c'est comme si c'était un poisson sorti du bocal, machin. Peut-être qu'il voulait pas être là, tout simplement. Et vraiment, et du coup, elle décide de le frapper. Et d'ailleurs, ça fait un petit ricochet de coup de boule, c'est super drôle. Mais c'est, comme tu dis, en fait, c'est l'idée de transgresser. C'est pas tellement pour ramener tout à soi, mais aussi parce qu'on est on est la seule à pouvoir le faire. Et un peu comme un chevalier servant, pour aider les autres, et notamment ses proches. Et là, notamment sa sœur. Oui, et surtout, ce qui est vraiment pertinent dans la série, c'est que, tu vois, comme là tu dis, c'est une idée de transgresser pour aider, pour connecter et tout. Et surtout, on se rend compte qu'avec Claire, par exemple, la transgression, elle se passe d'une à l'autre. Donc Claire va avoir tendance à transgresser aussi. Mais il y a une personne en particulier avec qui ça marche pas, et avec qui il y a une vraie lutte de pouvoir. Et c'est du coup le personnage de la belle-mère. Ah là 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 là. Donc, le personnage joué par Olivia Colman. Qui est Incroyable. extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Tu vois, donc on a ce personnage de belle-mère qui est pour moi, si on veut, la représentation de l'apparence et de la performance. Et Fleabag qui vient se poser en contraire avec l'idée de profondeur. Donc déjà, juste quand même, faut parler du père. Il sert à rien. Il est invisible. Il se cache derrière le personnage de la belle-mère et il laisse toutes les responsabilités de ses réactions. Donc voilà. Lui, on va dire que c'est un personnage qui n'est pas présent, donc il va jusqu'à refuser de voir sa fille parce que sa nouvelle femme ne l'aime pas. Il dit rien après qu'il ait vu que la belle-mère ait frappé Fleabag. Enfin bref, on va dire que c'est un personnage qui est complètement absent. Et d'un côté, c'est drôle parce que c'est quand même Fleabag qui va le chercher à chaque fois. C'est là que tu vois que... Enfin, c'est là que je trouve qu'on voit que c'est un personnage qui s'est vraiment aimé parce qu'elle est au-delà de la rancune et du fait que lui l'ait rejeté. Juste, ça l'importe pas plus que ça. Elle va continuer à aller le chercher. Et du coup, on se retrouve avec le personnage de la belle-mère. Donc pour moi, la belle-mère, c'est l'obsession de l'apparence et de la performance. Tout ce qu'elle touche, c'est une performance. Son art, il y a des trucs aberrants qu'elle dit quand elle lui dit ah non, ça c'est 3 couleurs, alors qu'on n'en voit que 2. Il y a l'idée de la sexhibition, il y a le comportement retenu qu'elle a devant le prêtre, alors qu'il dit qu'il peut plus officier le mariage, et quand lui sort, elle se déchaîne. Enfin, elle veut se marier avec un prêtre catholique alors qu'elle n'est pas croyante. Au mariage, elle fait que montrer tous ses amis qui sont intéressants parce que hors de la norme, d'une certaine manière, parce qu'elle peut les utiliser, quoi. Elle a un beau chat, mais elle veut pas le laisser sortir parce qu'il lui a coûté cher. Pareil pour la statue. Le physique du plan cul de Fleabag qu'elle amène au dîner, qu'on appellera Fuck Me in the Ass. Bref, c'est une guerre constante entre les deux. Et je pense que Fleabag, en fait, elle la provoque avec des questions d'intériorité et de rébellion, ce qui a l'habitude de venir gâcher, en fait, les événements de la belle-mère. Par exemple, les dîners, le mariage, la sexhibition, enfin, tout ce genre de choses. Et d'ailleurs, il y a un extrait qui est génial et qui, pour moi, résume totalement, en fait, l'enjeu de leur relation. On vous met l'extrait juste en dessous. A few weeks ago, one of my most delicate pieces was stolen from my studio. But in a sense, it was a blessing. In fact, her brutal snatching made me think of all the women of the world who have been robbed of their freedom, of their happiness, and in the saddest of cases, of their bodies. So in many ways, I have to thank the thief for creating my most profound piece of work to date. A woman robbed. Now, I would ask you all to leave your genitals at the door and bring your minds to these pieces. I don't believe people always think about sex when they see a naked body. I believe they think about their own minds, their own bodies, and their own power. And that's what this show is really about. It's about power. Donc voilà, donc là, on se retrouve à la sexhibition et en fait, on se rend compte que la belle-mère, c'est juste l'adversaire de taille. C'est la seule personne qui restera insensible à l'effet de révélation et de transgression de Fleabag. Donc là, en fait, où Fleabag ne va pas laisser son
son intériorité, ou je sais pas, enfin bref, son intériorité, on va dire, l'arrêter pour sauver les apparences, la belle-mère, elle tente en fait de la stopper. Donc elle la stoppe, mais en vain, parce qu'on se rend quand même compte que dans le dernier épisode de la saison 2, c'est à elle et à Claire qu'elle va demander d'aller chercher le père. Ouais, c'est un dernier recours, quoi. Et d'ailleurs, les deux sœurs hésitent et elle est obligée de demander please. Please. Et c'est très marrant parce qu'on voit à ce moment-là qui a le pouvoir, genre, entre parenthèses. Oui. Mais je suis totalement d'accord avec toi, en fait, parce que vraiment, il y a entre ces deux personnages deux forces qui s'affrontent. La belle-mère qui est un peu une contrôle fric et Fleabag qui est vraiment l'électron libre, l'insoumise et tout. La belle-mère, comme tu l'as si bien énoncé, on le voit avec le chat prisonnier d'une maison que Fleabag va libérer délibérément en ouvrant la fenêtre. Adieu petit chat. Elle impose ses règles dans sa maison, notamment elle coupe l'arbre dans le jardin. Elle est aussi dans le contrôle dans sa relation qu'elle a avec le père de Fleabag, en lui coupant notamment la parole lorsqu'il veut raconter le voyage au Japon lors du repas du premier épisode de la saison 2, en donnant des ordres dans leur maison, en disant globalement quoi dire et quoi agir, etc. Il y a notamment ce passage où lorsque la belle-mère est dans la perte de contrôle, on sent qu'elle sort de ses gonds, mais vitesse 3000, et notamment quand le prêtre vient lui dire que il peut pas officier le mariage parce que, voilà, il a eu une petite histoire avec Fleabag. Elle part en vrille, littéralement en insultant tout le monde, et on vous met l'extrait un peu incroyable. Et du coup, à contrario, on a Fleabag qui considère que c'est limite un sport d'embêter sa mère, quoi. Et donc, elle prend un malin plaisir d'aller à contre-courant du contrôle instauré par sa belle-mère. Et c'est bien le seul personnage qui ne courbe pas l'échine face au comportement de celle-ci. Elle speak up et agit quitte à faire des vagues. Et cela lui donne un peu une dimension cathartique, aussi bien pour Fleabag que pour le spectateur. Parce qu'un peu, la belle-mère, elle le mérite un peu. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que la belle-mère préfère Claire parce qu'elle est beaucoup plus mesurée et surtout ne fait pas de vagues. Là où Fleabag est vraiment une menace de premier plan, quoi. C'est sûr, Claire, c'est le personnage qui s'assied alors qu'elle vient de faire une fausse couche, alors que Fleabag, tu vois, elle va réagir, elle va gâcher le dîner. Grave, exactement. Notamment au mariage, elle dit « No more miscarriage, please ». Oh mon Dieu, cette phrase. C'est tellement abusé de dire ça, d'ailleurs. Oh la vache. Bref. Et si on peut prendre un objet ou un événement tout au long de la série qui résume parfaitement bien cette rivalité qu'il y a entre les deux, c'est la statue. C'est la statue qui fait vraiment effet de leitmotiv et qui représente bien les enjeux de pouvoir et de rapport qu'il y a entre deux de ces personnages. Et notamment le vol de la statue. Parce que du coup, cet acte, il représente certes la matérialité du conflit entre les filles, mais surtout Fleabag, enfin entre les deux filles, genre Claire et Fleabag, mais surtout Fleabag. Mais c'est aussi un enjeu de pouvoir. Comme elle le dit lors de sa Sexhibition, c'est le propos de cette exposition, le pouvoir. Et donc, du coup, le vol, il exprime bien une forme de transgression, et c'est aussi un tandem pour revendiquer et récupérer une forme de justice. Et ça, on le voit à trois épisodes durant la série. On le voit au premier épisode, où Fleabag, pour se venger de l'attitude de sa belle-mère, mais aussi surtout pour la défier, on va pas se le cacher, elle vole la statue. Dans l'épisode 5 de la saison 1, Claire, qui a reçu la statue en cadeau de Fleabag, voulant lui rendre à son propriétaire légitime, elle décide de le revoler elle aussi, car la belle-mère insulte ouvertement la mémoire de Boo et la peine de Fleabag lors du repas. Et donc, ici, la statue, elle est volée par sa sœur et c'est donné à Fleabag comme une sorte de trophée de guerre, une compensation morale au préjudice qu'elle a eu durant le repas. Et enfin, la dernière fois, c'est durant le dernier épisode de la série, où Fleabag a décidé d'en tirer l'âge de guerre en lui redonnant la statue à la belle-mère en guise de cadeau de mariage. Mais plus tard, elle décide elle aussi de revoler la statue, car la belle-mère lui apprend qu'en fait, le modèle est basé sur le corps de sa mère.
Et donc, du coup, c'est comme une volonté de lui faire honneur à sa mère, parce que du coup, sa belle-mère a un peu pris sa place, et Mhm. aussi pour avoir un souvenir, un objet totem et hommage. Et du coup, elle décide de revoler pour le garder avec elle à tout jamais. Ouais, en fait, on pourrait même se demander si c'est pas elle qui gagne, entre guillemets, cette manche, tu vois. Mais quand même, ce que je trouve drôle, juste pour revenir sur ce qu'elle dit au niveau du pouvoir dans la Sexhibition, c'est le fait que la belle-mère réussit à transformer la transgression de Fleabag en une performance. Et ça, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment le fait qu'elle arrive à... Tu vois, autant Elle tous les utilise les personnages armes de sont mal à Fleabag l'aise. contre elle, ouais. Exactement. Tu vois, tous les personnages sont mal à l'aise quand elle fait des trucs et ils sont en mode ne pas regarder, ne pas rire, etc. Donc ils vont être coincés face à, on va dire, à sa transgression. Autant la belle-mère, c'est pour ça que c'est l'adversaire, je pense, la plus redoutable, c'est qu'en fait, elle prend la transgression et elle la transforme à son avantage en un truc de parure, quoi. En plus, en vide, parce que littéralement, c'est juste le vide, le fait qu'il y ait quelque chose qui n'existe pas, ou qui est, comme elle dit, une femme volée, quoi. Et je trouve ça ouf. Ouais, a woman robbed. Mais oui, en plus, c'est métaphoriquement, c'est ce que représente son art, à savoir une femme volée et tout, mais c'est aussi littéralement elle qui s'est fait voler la statue. Donc c'est très drôle. Elle a réussi à rendre l'acte, cet affront, comme une force et comme une œuvre artistique, comme un message artistique. Et incroyable, incroyable. Ouais, mais en fait, elle transforme la transgression en performance. Tout à fait. C'est ouf. Enfin, bref. Et enfin, on voulait évoquer aussi la relation de Fleabag avec quelque chose, et c'est pas le père, parce que le père, on n'a rien à dire dessus, mais c'est la relation de Fleabag, voilà, inexistant, mais c'est la relation de Fleabag avec le sexe, parce que c'est quelque chose que l'on voit plus dans la saison 1 que dans la saison 2, mais Fleabag, elle a un rapport très particulier avec le sexe. C'est un rapport rempli de contradictions, et révélateur d'une chose. Elle nous offre d'ailleurs son point de vue, comme elle le dit, je cite, « Je ne suis pas obsédée par le sexe, mais j'y pense sans arrêt. Elle aime, je cite encore, l'instant où tu captes que quelqu'un désire ton corps, mais pas trop les sensations. » Et ce qui est plutôt paradoxal en soi, parce que du coup, on peut se poser la question de est-ce que le sexe est le moyen pour Fleabag de se sentir aimée ou tout simplement moins seule ? C'est un peu compliqué. Quand on analyse ses conquêtes, on se rend compte que Harry, il remplit un vide affectif au quotidien, mais pas au niveau du sexe. Le mec a la dentition atypique, on va dire, qu'elle rencontre dans le bus est juste un choix par défaut et un peu pour donner l'illusion socialement d'être désiré par plein d'hommes. Puis on a Fuck Me in the Ass et l'avocat qui sont des partenaires sexuels parfaits et qui sont là pour pallier un besoin physique et aussi pour avoir la satisfaction personnelle du trophée. Autrement dit, la satisfaction personnelle d'avoir pu attraper un joli poisson dans ses filets. Mais tous ces hommes, au final, ils ont un point commun, c'est qu'ils ont à un moment donné eu un désir sexuel pour Fleabag. Et là réside toute la simplicité de la chose, c'est que Fleabag ne désire pas en soi aimer, mais tout simplement être aimé ou désiré. Après tout, comme elle le dit au dernier épisode de la saison 1, « Mon corps, pour le moment, est tout ce qu'il me reste. S'il vieillit, s'il devient imbaisable, autant que je le tue. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'un homme qui refuserait de coucher avec moi. » Alors du coup, quoi en tirer de toutes ces conquêtes ? Pas grand-chose en fait, parce que ce sont que des vaisseaux, des êtres de passage pour remplir un vide dans le cœur de Fleabag. Ils sont à la fois inutiles et en même temps d'une importance addictive. Et du coup, le sexe pour Fleabag, c'est un peu le seul moyen pour elle pour créer du lien affectif et émotionnel avec d'autres êtres humains. Et sans cela, on n'est rien. Donc on transgresse, on fait l'impardonnable, on couche avec le copain de sa meilleure amie, qu'on ne sait pas faire autrement, et que surtout, c'est une force que l'on ne peut contrôler. Mais tu vois, ce que je trouve intéressant, c'est la partie où tu parles, où tu cites, et elle dit l'instant où tu captes que quelqu'un désire ton corps, mais pas les sensations. C'est qu'en fait, c'est même pas son désir physique propre qui l'importe. C'est vraiment juste l'idée de connecter avec l'autre, mais unilatéralement, tu vois, dans le sens où c'est peut-être même pas le fait que elle désire ses gars, c'est vraiment juste le fait que eux désirent ce qu'elle est à un moment donné, et c'est tout. C'est même pas, ça s'arrête là en fait. Il y a pas de. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un truc de connexion qui est intéressante, sauf que c'est une connexion quand même qui va que dans un sens. C'est comme si en fait tous ces gars, ils n'arrivaient pas à, comment dire, tu vois, ils arrivaient à la satisfaire parce que ils désirent son corps, mais ils n'arrivent pas à la toucher en fait, d'une certaine façon. Tu vois, genre elle est pas touchée émotionnellement par aucun de ces mecs. C'est juste. Ouais, comme un McDo, quoi.
En mode, ça te nourrit, mais genre, t'es pas satisfait d'avoir bien mangé, quoi. Exactement ça. Ouais, surtout, c'est pas sain pour toi, quoi. Oui, voilà. Bah oui, littéralement. Mais, mais heureusement, d'ailleurs, tout ça, en fait, ça va être balayé quand elle va rencontrer le prêtre, qui vraiment va la faire découvrir tout un tas d'émotions et qui va la surprendre à bien des égards. En plus, le prêtre avec qui elle a une relation d'esprit avant d'avoir une relation de physique, tu vois. Genre le physique avec le prêtre, ça se pose après. Bah oui, parce que pour le coup, pour ces relations interchangeables, là, c'était le sexe qui apparaissait et après l'intellectuel, l'esprit. Là, c'est totalement l'inverse. C'est le sexe qui est totalement prohibé. Genre, c'est dès le début, ok, c'est interdit. Et du coup, elle est contrainte, entre parenthèses, de passer par l'esprit. Mais enfin, elle n'est pas contrainte parce que du coup, voilà. Mais du coup, ça l'oblige à passer par l'esprit avant de passer au corps, quoi. Mais, Oui, même s'il y a un truc du corps dès le début. Parce que d'ailleurs, quand elles sont dans le taxi avec sa sœur, elles disent... Enfin, je crois que c'est Claire en plus qui dit Oui. The priest is quite hot. Et elle est en mode tu vois. Donc il y a un truc qui passe par le corps, mais il connecte quand même d'abord par des questions, par un partage et tout, avant de connecter vraiment par tu vois, le désir matérialisé par la sexualité, on va dire. Ouais, tout à fait. Voilà, et d'ailleurs en petite conclusion, parce que oui, c'était long, mais c'est la fin. C'était super long, mais on avait vraiment envie d'aller explorer la série, j'ai envie de dire de fond en comble, parce que c'est vraiment une œuvre qui est trop pertinente pour passer à côté. Et en plus, je trouvais que vraiment la thématique de la transgression, elle nous permettait d'aller partout, d'explorer les relations, d'explorer le visuel, la narration. Enfin, c'était vraiment le thème parfait, je trouve, pour cette série. Et donc, on avait envie d'en profiter pour aller vraiment partout et pouvoir approfondir aussi, sans trop de contraintes de temps. Donc voilà, c'est un peu long, désolée. Et d'ailleurs, comme conclusion, comme petite, on va dire, ouverture pour vous faire réfléchir. Non, je rigole. En fait, j'ai remarqué en travaillant sur la série que je trouve qu'il y a un truc un peu de structure. En fait, il y a une sorte de structure du conte dedans. Autant au niveau des personnages, par exemple, le personnage de la belle-mère qui est un peu tyrannique, si on veut, qui est l'adversaire de Fleabag, le père qui est le père absent, qui est caché derrière cette belle-mère, un peu, voilà. Avec sa sœur, ça va, mais c'est vrai qu'il y a un truc un peu de compétition, de jalousie, et sans parler du prince charmant, donc le prêtre qui arrive à la fin. Je trouvais qu'il y avait en fait des thématiques qui étaient un peu récurrentes. Et surtout, comme la figure de Trickster, c'est une figure moyenâgeuse, je trouvais intéressant parce qu'il y a pour moi quelque chose qui est lié à cette idée de conte. D'ailleurs, au tout début de la saison 1, de la saison 2, pardon, dans l'épisode 1, vraiment la saison commence avec ce truc où elle se tourne vers nous et elle nous dit « This is a love story ». Ouais, de ouf. Voilà. Bon, on vous remercie de nous avoir suivis jusque-là. Et puis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ah oui, et n'oubliez pas de vous abonner sur les réseaux sociaux. Voilà, de nous suivre partout. Et drop a like. Bon, on fera peut-être la fin, parce que là, je sais pas quoi dire. Je suis pas un créateur, un youtubeur, putain. Ouais, on est très mauvais pour les intros et les fins d'épisodes. Voilà. Bon. Bye bye. Au revoir. Donc c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à tous de nous avoir suivis. Ce podcast, il serait pas là sans Théo Mouti, aka M2TY, qui assure toute la post-production du podcast et la composition musicale, ainsi qu'à l'artiste Moria via son entreprise Hérésie Graphique, qui nous a fait un taf incroyable pour imaginer et créer le design pour Cinématrice. Donc, un très grand merci à eux. Vous pourrez bien évidemment suivre leur travail via leurs liens inscrits dans la description de tous les épisodes. On vous encourage grandement à le faire car ils sont juste très talentueux. Prenez soin de vous, à la prochaine et gros bisous. Ciao.